fatigué, quel âge? J'ai 3 ans, 1 an. Elle dit, ah ouais, ça, c'est le tunnel. Après ça, tu sors du tunnel. Là, ça fait, ça m'a donné un peu d'espoir. Ouais, j'imagine, c'est aussi le beat de ton couple, puis je sais pas ce que 3 ans, 1 an. ce que ta blonde faisait. C'était la séquence de... je sais pas, la quantité d'affaires qu'il fallait. Tout le temps tout le temps malade. On était tout le temps malade. Ouais. Tout le monde était malade tout le temps. On dirait qu'il y avait jamais... Tu pouvais jamais prévoir quoi que ce soit. Ouais, ou tu le planifies, mais t'as ta carte de choke. C'est le festival de chokage constamment, puis d'organiser des fêtes pour enfants grotesques, overpriced. Ouais, ça. Ah, c'est tellement beau. Oui. On est en train de le soak it in. Là, oui. On fait un bon team aussi, oui. comme le congé de maternité en ce moment. Fait que, moi, si je travaille, c'est le soir. Faire de la musique, les podcasts quand je veux. Fait que on fait vraiment une bonne équipe. C'est ça, quand t'es flexible, là, ouais. Ouais, je peux pas imaginer deux parents qui font du 9 à 5 puis tout ça, là, ce drill-là qui... Ça devrait, le pire, c'est ça. C'est que ça devrait être facile. Là. Ouais. Ouais. On est en train de penser, tu sais, on voit des vidéos, école à la maison, tout ça, puis cette utopie-là, puis comme... En tout cas, on est là-dedans. Là. Voilà. C'est des fous rires à tous les jours aussi, c'est ça qui est le fun, c'est du entertainment constant. Mon Dieu, tu crois pas à la magie dans la vie Have Kids, hein? C'est incroyable. C'est des kids, là, ce que ça pulvérise comme importance que tu avais avant. Là. C'est pour ça que, c'est ça, j'en parle dans mon show, je dis, la première affaire qu'on se pose entre couples, c'est, quand on se rencontre, c'est, t'as-tu des enfants? Fait que t'es-tu dans mon équipe? T'es-tu dans le monde dans lequel moi j'habite? Parce que ça va tout changer les conversations à partir de cette question-là. Puis après ça, t'en as combien? Ça, c'est dans quel... C'est quoi le grade dans l'armée? Puis t'es gradé combien? Puis c'est sûr que t'auras pas la même conversation avec des parents qui ont 4 enfants que ceux qui n'ont un. Fait que tu sais que t'es pas dans la même équipe non plus. Là, c'est une autre gang. T'as l'équipe des chiens aussi? T'as tout le temps quelqu'un au souper qui dit « Ah, moi, c'est comme avec mon chien. » Non. Non plus. Puis si t'es à temps partiel non plus, tu me parles pas. Si t'as des enfants à temps partiel, je suis au-dessus de toi, là. T'as une paire de 10, moi, j'ai une paire de valets. Je te bats. Ouais. Je te bats, ça fait que tu te la fermes quand même. Non, t'es à temps partiel. T'es pas dans la même gang de ceux qui sont à temps plein. Fait que ça, c'est déterminant. C'est des 4 ans versus ados versus... ouais. Voilà. Moi, j'ai des ados. Fait que là, je suis déjà plus d'expérience que ceux. J'ai passé à travers ça. Puis ceux qui ont des enfants, puis là, qui sont grands-parents, là, sont à un next level. Fait que, tu sais, c'est vraiment intéressant quand même. Sauf que faut que tu travailles le pardon. Faut que tu t'auto-pardonnes de toutes les fois que tu as osé donner ton opinion sur les parents quand tu n'étais pas parent. Faut que tu te pardonnes à toi-même. Puis tu pardonnes à tous ceux qui, en ce moment, à tous les jours, il y a des gens qui n'ont pas d'enfants, qui expriment leur utopie de comment ça va se passer quand eux vont en avoir. Puis c'est beau de les entendre parler parce que c'est tellement parfait. C'est beau, là. Mon frère, lui, s'en allait. Qu'est-ce qu'il me disait? Lui, il allait partir en bateau puis il allait élever sa fille, là. Ouais. Il irait jamais à l'école. Ça va être sur un catamaran, là. Première affaire qu'il a faite quand il est rentré à l'école, c'est de vendre le petit bateau. Yeah. Ils sont allés avant l'école, ils commencent même pas, ça se finit. Voyons donc, toi. Tu sais, des projets farfelus, là. Mais c'est beau de les voir aller, mais tabarnouche. Moi, je suis dans le Seinfeld de ce temps-ci, puis il y a une quote qui dit à propos d'avoir des enfants, puis sa famille, c'est Give me the garbage days. T'sais. De ne pas avoir Hey, ça va être le fun dans 3 semaines qu'on va être dans le sud. C'est comme non, donne-moi le quotidien. Oui. Puis si tu es capable d'aller chercher la magie dans le quotidien, tu as gagné à la vie. Oui, c'est bon. C'est une bonne façon de voir. Seinfeld, c'est ma référence en termes de philosophie. Là. Ouais. Je suis très, très Seinfeldien. Es-tu allé voir son dernier show? J'ai pas vu son dernier show. Je l'ai vu en show. Ouais.
J'ai suivi Seinfeld. J'ai eu la chance de travailler avec Jason Alexander. Tu sais, ma vie, là, mes grands moments de vie, là, ça a été là, l'entourage de Seinfeld, regarder Seinfeld, puis écouter Seinfeld encore en podcast. À chaque fois, j'apprends quelque chose, puis je suis tout le temps d'accord. Puis je le lis. Tu vois, j'ai acheté son livre où c'est toute l'œuvre des jokes de Seinfeld. Puis ce que ça déclenche dans mon cerveau de stand-up, parce qu'on fait le même métier, c'est que j'ai vraiment l'impression que je pourrais demain matin m'asseoir puis brainstormer avec ce gars-là. Puis ça serait du pur jus, là. Je pense que mon cerveau, puis je dis pas que je suis Seinfeld, là, mais mon cerveau est très Seinfeldien de la façon qu'il est formaté, tu sais. Fait que je comprends, la façon qu'il fonctionne, son cerveau, il pond des œufs qui ressemblent aux œufs que j'aime pondre. Ouais. Tu parlais des équipes tantôt, tu sais, par rapport aux enfants, puis c'est sûr que tu croises constamment des gens. Tu parles de Seinfeld, les gens d'une génération vont dire « Ouais, moi, j'étais plus Friends. » C'est comme c'est une autre affaire, ça. Là, c'est comme dire « Ouais, c'est ça. » Je suis au-dessus de toi. Oui, mais c'est tellement même pas... Oui, tu peux aimer plus Friends, mais ça n'a aucun rapport. Tu parles d'un gars qui est un philosophe, c'est un auteur. Friends, c'est une gang de monde qui jouait les textes de 15 writers. Si tu me compares... Oui, c'est 2 sitcoms, mais ça... Tu sais, c'est comme, ouais, j'aimais pas les Beatles, j'aimais mieux l'orchestre de chambre de... Oui, c'est de la musique, mais c'est pas les Beatles. Pas du tout la même chose, tu sais, donc... T'as pas Paul et John dans ton équipe. Il te manque. Et George. Non, mais tu sais, je veux dire, on pourrait débattre entre Chopin puis la pertinence de Chopin, on parle de génie, là. Mais, oui, Friends, c'est un autre, c'est ça, c'est un sympathique. Il n'y a rien de mauvais dans Friends, dans le genre Friends. Super bien fait. Je défie qui que ce soit de faire 10 saisons avec 6 personnages célibataires sans que ça devienne comme quand à un moment donné, allez-vous fourrer puis vous matcher. Il y a comme une fatigue de voir du monde chercher son âme sœur dans un sitcom. Moi, je trouve que c'est toutes les sitcoms basés sur je me cherche un chum ou une blonde. Je leur donne toujours 3 saisons, moi, personnellement. Puis après 4, c'est tout le temps de la maladie mentale. Ouais. Comme Ally McBeal, j'ai suivi ça dans les années 90. Puis là, c'était de shit, Ally McBeal. Puis c'était la femme, elle était dans un bureau d'avocat. Mais apparaît 3 gars top-notch. Que là, ça fait pas encore ton affaire. Là, tu as des problèmes psychologiques. Puis là, ça devient... Normalement, la 3e saison, c'est en thérapie. Puis tu fais... T'arrêtes tout ce que tu fais. Fait que Friends a réussi 10 ans. Ouais. Ah, ils vont-tu se matcher la gang, d'étirer cet élastique-là? Là? Chapeau. Mais Seinfeld, c'est plus transformateur parce que là, c'est vraiment une philosophie de stand-up appliquée. Puis ça continue encore aujourd'hui parce que Curb Your Enthusiasm, c'est la suite de Seinfeld. Fait que le fait que Curb, encore aujourd'hui, fait des saisons, c'est comme si Seinfeld, grâce à Larry David, ça n'a jamais arrêté Seinfeld, en fait. Ouais. Les reprises continuent de Seinfeld, puis Larry David, qui est 100% la même chose que Seinfeld. Ça n'a jamais arrêté, dans le fond. Je suis dedans en ce moment parce que ma blonde m'a acheté des billets pour aller voir Seinfeld, qu'on a vu il y a quelques semaines, à ma fête au mois de novembre. Mais elle n'a jamais écouté Seinfeld. Fait que là, il faut se préparer un peu, il faut qu'on écoute Seinfeld. Puis moi, je ne les ai pas écoutés depuis qu'ils ont joué avec mes parents. J'étais jeune, je m'en souviens vaguement. Je prenais la position que c'était supérieur et tout ça, juste de souvenir. Mais là, ils sont sur Netflix, fait qu'on a commencé à les écouter du début. Puis ça a bien vieilli, man. Ça n'a aucun sens. Là. Puis là, ma blonde, même, qui était comme « Ah, moi, je suis plus Friends. » Je me dis « Tu le sais pas, tu l'as pas vu. » Puis là, c'est une drogue. Là, elle est en amour bien raide avec Kramer, avec Elaine, avec George, tout le monde. Puis elle est crampée. Là, c'est vraiment des rires authentiques. Ça se passe pour de vrai, puis ça a tellement bien vieilli. C'est hallucinant. Ouais. On est rendu à saison 3, là, puis on a des fous rires, puis on s'en claque un deuxième avant d'aller se coucher. Puis... C'est ça, puis c'était edgy. C'était edgy pour l'époque, c'était edgy, mais c'est encore edgy aujourd'hui. Ils sont à la limite d'un paquet d'affaires. C'était juste brillant.
C'est ça. C'est ça l'humour. Quand c'est intelligent, ça va bien vieillir. Et tout le monde est parfait dans son rôle. Là. Ce quatuor-là, là, il est exceptionnel. C'est ça. Aux États-Unis, c'est fou d'avoir... Aux États-Unis, tu as besoin de quelqu'un, puis tu as le choix. Tu tombes sur Elaine, tu tombes sur ces 3 interprètes-là. Là. C'est pas comme... C'est ça, c'est fabuleux. Bravo les États-Unis d'avoir ça, parce que des George, là, des Jason Alexander, là, il y en a 12. Tu auditionnes, là, puis tu choisis celui que ça te tente, mais il y en a 12 là, à l'audition. Mm-hmm. C'est pas la même chose au Québec. T'sais. Fait qu'au Québec, t'es chanceux que Claude Meunier soit arrivé avec La Petite Vie, mettons, puis que tout le monde dans La Petite Vie est comme du niveau qu'ils sont. Tu as Marc Labrèche, puis tout le monde est de niveau là, dans La Petite Vie. Là. Au Québec, c'est pour ça que La Petite Vie, c'est encore bon aujourd'hui. C'est exceptionnel, puis c'est drivé par des acteurs, par les meilleurs acteurs disponibles. Mais probablement que pour le rôle de Marc Labrèche, je pourrais imaginer c'est quoi le choix numéro 2. Mm-hmm. C'est sûr que le choix numéro 2 est loin d'être bon comme Marc Labrèche. Tu sais. Aux États-Unis, tu as 12 Marc Labrèche à l'audition. Tu en as un gros, tu en as un mince, tu en as un moyen, tu en as un roux. Ils sont tous aussi bons. Fait que, wow! Tu sais. Puis raconte-moi cette période-là, quand je t'ai rencontré, Jason Alexander. Ah, mais tu devais te pincer puis avoir des moments de méta de comme tabarnak qui est devant moi. Là, Oui, j'ai dit ça à un de mes meilleurs amis puis qui était un fan de Seinfeld. Je dis, écoute, j'ai un Zoom demain avec Jason Alexander. Mais nous, en contexte, parce qu'il était intéressé à... J'avais signé avec un bureau de gérance à Los Angeles pour représenter les pêcheurs. Je venais de faire la première saison des pêcheurs du Canada. Puis, en me disant, je vois pas vraiment... Tu sais, je venais de vendre le film Starbuck. Tu sais, le film Starbuck que j'ai coécrit avec Ken ici. Je venais de le vendre aux États-Unis. Fait que ça avait fait une version américaine puis une version en France. Fait que ça m'a ouvert l'intérêt d'avoir un agent à Los Angeles. Puis là, je commençais les pêcheurs. Fait que c'est tout fait, ça a tout été créé dans le même 16 mois, tout ça. Fait que dans cette énergie-là, puisque tu peux commencer une conversation, tu dis hey, je représente le gars qui vient d'écrire Deliveryman. Puis ça fait qu'au moins, tu es capable de commencer une conversation avec quelqu'un. Des fois, c'est juste ça que ça... Puis bref, je me ramasse avec une agence qui a le pouvoir d'appeler du monde. Fait que, il y a un paquet de monde, des fois. Il y a un paquet de monde qui a trop de projets, puis il y a un paquet de monde qui cherche des projets. Fait qu'ils me font une liste avec qui tu aimerais ça travailler, peut-être pour développer les pêcheurs, tu sais. Fait que Baldwin était bien hot dans ce temps-là parce qu'il était dans 30 Rock, puis je capotais sur son rôle dans 30 Rock, puis je disais, c'est sûr que... Il est bon. Number one, Baldwin. Tu sais, tu me demandes, là, on rêve, là, c'est sky's the limit, t'es dans un bureau, t'es chez vous, tu touches pas, tu sais, on n'est pas... je pense pas que c'est réel, mais tu me demandes c'est quoi mon idéal, tu sais. Puis numéro 2, c'était Jason Alexander, tu sais. Mais ça se rend à lui, puis... En fait, son agent, il était en train de tourner un pilote. Puis son agent a fait non. Elle a dit on n'est pas disponible, on tourne un pilote demain. Merci de l'offre. Puis c'est tout, tu sais. Puis le lendemain, il tourne son pilote. Puis pendant le tournage du pilote, ça se passe tellement mal que son agent, elle m'a tout raconté ça après, elle a dit je suis dans le pilote, ça fait 10 minutes que le pilote, on est dans le studio de tournage. Elle fait comme non, on fera pas ce projet-là. Elle sort dehors, pogne son cellulaire, rappelle l'agent, puis elle dit l'affaire les pêcheurs, c'est quoi l'affaire, là, du gars? On peut-tu rencontrer Martin Petit? On le fera pas, là, le pilote. Vraiment pas. Le pilote n'est même pas fini
le Zoom est déjà booké le lendemain. Et là, je me ramasse en Zoom avec elle, son agent, puis Jason. Puis ils ont passé à travers 3 épisodes des Pêcheurs traduits. Là, on a fait traduire en catastrophe les 3 premiers épisodes de la série. Mais moi, je me suis inspiré pour écrire la série de Seinfeld. Mm-hmm. Clairement, ça a été mon école à moi. Fait que là, de me retrouver, moi qui a ma référence de sitcom, c'est Seinfeld, de pitcher à Jason qui joue George une version qui est comme une version, parce que dans le ton, c'est très inspiré de Seinfeld, les Pêcheurs. Fait que c'est comme un boomerang. Le boomerang, il revient à lui. Là. C'est lui qui l'a parti. Là. Moi, j'ai frôlé le boomerang, puis il revient dans sa direction. Puis, il trouvait ça... Il était en territoire familier quand il a vu les... Mais c'est pas pour rien, il a joué tout Seinfeld. Fait que c'est sûr que il voyait quelque chose dans lequel il trouvait ça familier. Fait que là, on a travaillé sur l'adaptation des Pêcheurs ensemble pendant 2 semaines. On a travaillé par Zoom, on s'envoyait des affaires. Après ça, j'étais allé à Los Angeles 2 fois. Puis la 2e fois, là, j'ai fait le pitch. Fait que là, on pitch à toutes les stations de télé. Mais dans Seinfeld, il y a l'épisode où Jason Alexander et Seinfeld vont pitcher Seinfeld. On est dans un épisode dans un épisode, là, je ne sais plus quelle année. Tu le vois, Seinfeld avec George, devant des... Puis là, la fameuse ligne dit « It's a show about nothing. It's nothing. » Puis là, j'ai cette scène-là en tête. Je me ramasse, j'étais avec Fox. Puis là, j'ai lui à côté de moi qui pitch les Pêcheurs à Fox. J'avais l'impression... Tu sais, ma caméra, là, quand tu dis tu filmes, là, j'étais en train de filmer la scène. J'avais l'impression que j'étais le seul qui voyait le comique de cette histoire-là, d'être avec ce gars-là en train de pitcher un show qui est comme une copie de Seinfeld dans le bois. Tu sais, en tout cas, ça m'a fait... C'était une belle expérience, puis il voulait pas être dans un réseau, il voulait être câblé, puis ça a fait en sorte que les câblés, eux autres, à cette époque-là, c'est pas le produit qu'ils cherchaient. Fait que ça a duré, là, ça a pris comme... Ça a failli marcher avec un network. Ça a été une expérience, en tout cas, de pitcher une émission québécoise à Los Angeles, alors que moi, j'estime que ce que moi, je proposais était une version québécoise de quelque chose de Los Angeles. Tu sais, juste ça, c'était une expérience qui était vraiment drôle. C'était vraiment surréaliste d'être assis autour de ces tables-là, puis de pitcher à ces gens-là, puis de voir que, oui, c'est différent, puis oui, tu sais, le meilleur exemple que je peux te donner de différence, c'est que j'étais avec AMC ou un des câblés, là. Et je pense que c'est AMC qui font... En tout cas, je suis en train de pitcher. Puis ils me disent, là, cette affaire-là, ils disent, y a-tu un univers, tu sais, mettons, parce que les Pêcheurs, la beauté au Québec, il faut se rappeler, c'est quand moi j'ai pitché les Pêcheurs au Québec, on est 3 humoristes, puis on est dans un chalet, puis là, on a des discussions, puis il nous arrive des petites affaires, mais tu sais, c'est comme un huis clos. Fait que là, ils trouvaient ça le fun. Personne, pas d'autres acteurs, tout seul d'un chalet. Tout le monde voyait une économie. Au final, ça a coûté 3 fois le prix d'un sitcom régulier. Mais, sur papier, on avait l'impression que ça allait coûter moins cher. Fait que moi c'était un argument de vente qui avait joué en ma faveur au Québec, de dire qu'on va être 3 humoristes d'un petit chalet, puis tu sais, il n'y a personne d'autre. Puis là, j'arrive là-bas, puis moi, j'ai la mentalité québécoise de ça va être petit, ça sera pas cher. Fait que là, la personne à AMC, elle me dit y a-tu le maire du village, y a-tu le gars de la poste, y a-tu des voisins, y a-tu comme un univers autour de ça? Puis là, je pogne la balle au bon dans le pitch, puis je fais non, c'est ça qui est beau de l'affaire. C'est qu'on est juste 3 humoristes dans un chalet. Puis j'ai vu sa face désenchantée. J'ai vu que, au contraire, que sa face... je voyais les yeux à Radio-Canada de « Ah oui, juste 3 humoristes ». Là, je voyais que... Là, je suis devant quelqu'un qui dit... Là, puis je dis « Non, c'est 3 humoristes ». Puis il me regarde, puis
trouve ça moins le fun. Puis là, je zoom out, puis en arrière de lui, il y a un poster, puis c'est Walking Dead. Puis je fais, ben oui, tabarnak. C'est sûr que Walking Dead, ça n'aurait pas pogné s'il avait dit, à chaque épisode, il va peut-être avoir un zombie, des fois deux. Tu sais... Grand déploiement. Ça prend 40 zombies pour être hot, puis être big, puis vendre une série à travers le monde. Faut mettre de l'argent, ces zombies. Il faut qu'il y en ait plein de zombies, puis qu'on ait peur des zombies. Tu sais? Fait que moi, j'étais en train de vendre à quelqu'un que, dans le fond, j'aurais dit, ah oui, la particularité. Mais tous les marchés dans le monde m'auraient écouté en me disant, j'aurais été au Danemark, il aurait fait, ah, c'est super, ça, juste 3. Là. Ben oui, on n'a pas les moyens. Mais t'es à Los Angeles, t'es dans le seul marché, c'est la démesure. Eux autres vont faire, gars, on va y rentabiliser les 40 figurants bien en zombie. On va le vendre dans tous les pays du monde. Fait que, gars, ça, c'est pas. Ils n'ont jamais parlé d'argent. Bref, tout le long de cette affaire-là, ils parlaient jamais d'argent. Puis au Québec, mais Québec, en France, j'imagine ça va faire en Italie puis en Grèce, le monde ne parle que de comment qu'on va faire pour faire de la télé avec le budget qu'on a. Puis eux autres, c'est le contraire. Fait comme, nous autres, on s'arrangera avec le budget. Après, là, on dépense. Fait que voilà. Je suis sorti du meeting, puis là, je me disais, oh, je viens d'apprendre quelque chose. C'est vrai. C'est ça le mindset à changer. Dans le vol Montréal-Los Angeles, quand tu t'en vas là, fait comme, OK, là, oublie toutes tes affaires d'économie, là. Ils n'ont pas engagé Denis Villeneuve pour faire Dune moins cher. Puis je suis sûr que Denis Villeneuve, au début, il a dû faire comme... Il a dû apprendre à dépenser. Ouais. Je suis sûr, en faisant Dune. Il a dû avoir un apprentissage, de dire, il devait avoir dans son cerveau bon, OK, j'irai pas là, ça prend 4 grues, puis à un moment donné, ils font comme... Tu sais, ça prendrait 4 grues, puis là, t'as quelqu'un qui fait comme... OK. On a 6. Oui, je sais, on a déjà fait avec 8. Puis là, tu fais, ah, ben OK, c'est un autre ball game. Voilà. Oui. Ben oui. Tu parlais de Seinfeld, Show About Nothing, puis le show où ils vont pitcher, puis tout ça. Ça vient juste de me faire un flash du film Adaptation. T'as déjà vu ça? C'est avec Nicolas Cage? Oui, qui jouait les jumeaux. Non, j'ai raté ça. Ah, mon Dieu, faut que tu vois ça. Ça, c'est oui, next level. Parce que c'est la suite de Being John Malkovich. Oui. As-tu déjà vu ça? Oui. Extraordinaire. Oui. Avec John Cusack. Je savais pas que c'était la suite. Oui, c'est une suite assez drôle parce que c'est un film à propos de Charlie Kaufman qui a écrit, qui est le screenwriter pour Being John Malkovich. Fait que ça commence sur le plateau de tournage de Being John Malkovich avec les comédiens. Puis il est là sur le bord, mais il est tellement insécure comme personne. Puis c'est un film à propos de son ego puis son alter ego. Il fait les choses plus connes avec son frère jumeau, Donald Kaufman. Puis c'est du génie, ce film-là. Là. C'est un autre niveau parce que c'est tout à propos de lui qui veut faire son prochain film à propos de rien. Il veut que ça soit à propos de rien. Il veut pas qu'il y ait de resolution, les personnages qui traversent une épreuve, et pas de romance. Puis ça, Meryl Streep joue là-dedans aussi. OK. Puis Chris Cooper. C'est extraordinaire parce que le film, finalement, c'est un film à propos de lui qui essaie d'écrire un film à partir d'un livre qu'il a lu sur des orchidées. Fait que là, il essaie de trouver ça, mais tous les agents sont comme, ben non, mais ça prend un meurtre, ça prend quelque chose. Puis il dit, non, je veux faire le contraire. La vie, c'est pas comme ça. Moi, je veux que ça soit à propos de la vie qui est du rien. Puis ça continue. Puis là, il y a une guerre entre lui et son alter ego, mais qui est à l'extérieur de sa tête, finalement, qui est son frère jumeau. Puis le génie de ce film-là, c'est que ça a été nommé aux Oscars. Puis les Oscars, ils ont comme pas catché. Ils ont remis le prix à Charlie and Donald Kaufman, mais que Donald n'existe pas. Il a crédité il s'est mis au scénario, il a rajouté ça. Oui, dans le crédit. C'est écrit sur le poster. Donc, ça a été marqué jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, puis il est allé accepter le trophée. Il dit, mon frère ne peut pas être ici ce soir. Puis il y a 90% des gens ont comme pas catché ça. Mais qui n'existe pas, son frère, pour de vrai. Là, c'est son frère niaiseux qui veut rajouter du meurtre puis tout ça pour rendre ça un peu plus spicy. Mais il faut que tu vois ça. Là. C'est la totale. Tu me l'as bien vendu. C'est quelque chose. Adaptation. Adaptation, extraordinaire. Ça me faisait penser à ça.
Il y a une série sur l'adaptation d'un sitcom anglais à Los Angeles. Puis pour avoir passé proche de le faire à Aziz avec Jason Alexander, après ça, quand j'écoutais cette série-là, je me rappelle pas, c'est 2 Britanniques, un couple, qui ont une série. Mais tu sais, j'imagine, c'est comme une série au Québec, là. Tu sais, donc, tu sais, les Britanniques sont pas si riches que ça, là, en termes de production. Ils sont plus riches que nous autres, mais c'est pas... Ils sont dans la même idée d'économie, là, tu sais, mettons. Tu sais, ils sont pas à grand déploiement, puis là, ils ont un sitcom qui marche. Puis là, ils signent à Los Angeles. Puis là, ils gardent les droits. Puis il y a un droit de regard. Mais c'est avec Matt Leblanc qui joue le gars qui fait leur adaptation. Ça se passe d'une école. Puis là, c'est Matt Leblanc, qui est le personnage secondaire, devient la star du sitcom. Ça déforme le sitcom. Tu sais, la déformation d'un sitcom par l'argent aux États-Unis aussi. Fait que j'écoutais ça, puis je me dis, c'est peut-être le cauchemar que j'aurais, moi, vécu si j'avais fait Les Pêcheurs, parce que si j'avais fait Les Pêcheurs à Los Angeles avec mes scénarios, je sais que je me serais aussi embarqué dans ce genre de cauchemar payant-là, où je suis grassement très bien payé, mais où c'est... Comment dire, t'as plus de garantie parce que t'es plus dans le même environnement comique. Fait que si effectivement la femme du gars du network aime qu'il y ait le maire du village à tous les épisodes, tu sais, le maire du village va se mettre à... Puis là, au début, tu disais, mais non, mais c'est une fois par année. Puis là, non, il est là. Puis là, il est là. Elle l'aime Fait que vraiment. cette bataille-là, tu sais... Puis dans l'histoire de Seinfeld, il y a, à la base de l'histoire de Seinfeld, un début, là, les premières saisons d'abandon du réseau. On veut Seinfeld, on ne sait pas trop où c'est qu'on va le mettre dans le grille horaire, puis on est à la limite d'abandonner Seinfeld dans l'histoire. Ça a pris 4 saisons avant que ça marche, Seinfeld, sur 9. Fait que 4 saisons que ça ne marche pas. Ça non plus, au Québec, tu ne peux pas te permettre d'avoir 4 saisons qui ne marchent pas, puis penser qu'à un moment donné, la 5e année, ça va se mettre à être un hit. Ça n'existe pas, ça, ici. T'es un hit tout de suite ou tu meurs. Fait que là-bas, ils ont eu 4 saisons à mariner leurs recettes, puis à être off the radar. Puis une fois que tu as mariné ta recette après 4 ans, tu peux pas rentrer dans une production et dire « Hey, on va tout changer, les amis. » Ça fait 4 ans qu'elle roule. Là. Elle roule de même. Puis là, c'était un kit or leave it. Puis ça s'est mis à pogner parce que c'était de même. Fait que Seinfeld est aussi une erreur de production dans le modèle américain. C'est pas le modèle américain appliqué à Aziz. C'est comme... ils se sont glissés entre 2-3 dans une situation. Ils ont survécu in extremis. Ils auraient dû mourir après 4 saisons. Puis à un moment donné, pif, paf. Je pense que c'est Cheers qui décident d'arrêter. Ils ont besoin de quelqu'un. Le meilleur, c'est eux autres. Ils remplacent Cheers. Puis là, c'est le début de Seinfeld. Mais c'est une séquence d'erreurs. Puis quand... Moi qui est un grand fan des Monty Python, les Monty Python, c'est la même affaire. C'est 5 grands writers qui ont mis ensemble autour d'un projet alors que personne n'espérait que ce soit un hit. Personne les surveillait. Ils les ont laissés avec un budget qui était peut-être énorme à l'époque pour eux autres, pour nous autres aujourd'hui, mais qui à l'époque, c'était comme le dernier des concerns de tout le monde. Ils ont laissé 5 writers lâcher lousse. Puis ça a donné Monty Python, puis au lieu que la conclusion de tout ça, ce soit quand on laisse du monde, des créatifs dans un local avec un minimum de moyens, c'est comme ça qu'on fait du feu, c'est comme ça qu'on fait de la magie. Au lieu d'arriver à cette conclusion-là, ils ont fait non, on va engager encore plus de monde qui vont encore plus surveiller chaque auteur puis leur dire quoi faire. Résultat, il n'y a pas eu beaucoup de Monty Python depuis les Monty Python en 70, puis il n'y avait personne qui surveillait les Monty Python. Fait que, puis quand ils sont mis à surveiller Monty Python, ils sont partis et sont allés faire des films. Les Beatles, il n'y a pas beaucoup de monde qui dit aux Beatles quoi faire, à part George Martin, qui donne son avis, puis encore là, le savon glisse entre ses doigts après 2 albums. Tu sais, il y a quelque chose de... Il y a quelque chose de... Il faut que tu laisses au moins 10 bandes
se péter à la gueule pour avoir un Beatles, mettons. Je ne sais pas c'est quoi la moyenne. Mais si tu te dis, on va tout faire en sorte pour que les 10 bands se pètent pas à la gueule, puis on les surprotège, tu n'auras pas de Beatles. C'est le prix à payer pour avoir des affaires qui ressortent. Fait que Seinfeld, le prix à payer pour ça, c'est de laisser aller des sitcoms pendant 3-4 ans qui se trouvent leur voie. Puis c'est de ne pas tuer dans l'œuf chacun des projets qui émergent pas dans sa version finale dès sa version 1, mettons. C'est pour ça que j'aime l'humour, c'est pour ça que j'aime roder mon show. Tu sais, je suis rapide à trouver en vieillissant la version finale de mon gag, mais ça me prend quand même 10-12 fois au bordel avant de moi d'être satisfait de toutes les versions, avant de dire non, je pense que là, je me suis fait une tête, il va être dit de même, ce gag-là. Je l'ai essayé à l'envers, à l'endroit. Mais si tu me demandes qu'à ma V1, mon gag soit parfait, je vais éliminer toutes les gags qui sont où j'essaie où j'essaie des formulations, tout ça. Puis je vais faire, au final, les 3 mêmes gags pour le restant de mes jours. Parce que je me dis, OK, ça, c'est un sujet payant. Dit de façon-là, je l'ai déjà fait. Fait que si tu m'obliges à être bon à ma V1, tu viens de limiter mon champ d'exploration tellement que tu vas te plaindre dans 2 ans. C'est tout le temps la même affaire. Voilà. On installe des aquariums dans lesquels, là, il y a un écosystème qui se fait. Puis si tu changes la chaleur de l'aquarium, tu changes ce que tu mets dans l'aquarium, tu changes le niveau de salinité de l'eau, tu changes quel poisson survit ou non dans l'aquarium. Puis en culture au Québec, on a un petit aquarium. Fait qu'il faut être très connaissant de quel poisson, comment le poisson survit, parce qu'il y a tellement peu d'artistes au Québec que si on veut que tout ça, il y ait quelque chose qui s'appelle une espèce d'osmose, puis un dialogue, un écosystème, il faut tout faire en sorte pour avoir un aquarium qui dit, regarde, on va faciliter que les poissons, les artistes au Québec puissent vivre, expérimenter, vivre tout ça. Sinon, on est foutu. Fait que c'est le défi des petites cultures. Pourquoi il y a des petites cultures comme le Québec, des pays, là, tu sais, entre 8 et 10 millions d'habitants, qui n'auront jamais les ressources américaines? Pourquoi il y en a qui fleurissent, puis il y en a qui ne fleurissent pas du tout? Il y a rien, il y a des pays, il n'y a rien qui émerge. Puis il y en a qui émergent beaucoup. Puis c'est pas dans l'ADN des gens. Les gens sont... C'est trop random. Là. Quand tu parles de 8, 9, 10 millions de personnes, s'il y a un génie par 1 million, il va avoir la même quantité de génie dans chacun. Maintenant, c'est l'aquarium. Comment tu gères... C'est ça la culture. C'est comment tu gères le laisser-aller chaotique nécessaire pour que des artistes fonctionnent, qui est l'antithèse de la bureaucratie, mais qui est quand même appuyé par des conditions gagnantes. Fait que, tu sais, tu peux donner des fils et des guitares à tous les habitants d'un village, mais si tu ne bâtis pas de salle de spectacle, toutes ces guitares-là se font probablement jamais entendre. Fait que l'écosystème, là, tu sais, entre la rigueur de bâtir des affaires, puis de mettre des jacks puis des micros, puis d'avoir un minimum de structure, puis des heures d'ouverture puis de fermeture de salle de spectacle, c'est des affaires rigides. Puis le lâcher lousse de dire, ouais, puis il va quand même falloir laisser du lousse à des endroits pour que les jeunes se pluguent leur guitare, puis puissent jouer. Puis peut-être faire des shows passer minuit et demi, puis qu'il y ait du bruit, puis que ça ne dérange pas tout le monde, puis que ça ne soit pas annulé parce que ça chiale. Tu sais, tout cet équilibre-là, là, pour y arriver, il y a trop dans l'histoire culturelle actuelle d'énergie mise en culture pour qu'à chaque fois qu'on s'attarde sur le succès d'un artiste ou d'un groupe, il y ait autant de hasard relié à l'évolution à l'arrivée du succès. Énormément de hasard. Trop de hasard à mon goût. Parce que si à chaque fois qu'un artiste qui a du succès témoigne de « j'ai été chanceux », je n'étais pas supposé, against all odds. Ça veut dire que les odds ne sont pas en faveur du succès. Fait que ça veut dire qu'il y a du succès qui se faufile à travers des environnements qui ne sont même pas favorables.
J'entends rarement « Hey, j'ai grandi dans un milieu tellement favorable que je suis devenu un artiste. C'est tout le temps des histoires de « Il a fallu que je me batte contre des noms, contre des noms, contre des noms, contre de ça marche pas de même, puis tu peux pas faire ça. » Puis on est tout le temps en train de... Tu sais, ça récompense ceux qui ont bravé combien de noms pour y arriver. C'est-tu nécessaire qu'il y en ait autant? C'est bon qu'il y en ait, là. Tu sais, je veux dire, je suis pas... Moi, je suis pas le gars qui dit à mes enfants « Écoute, il est beau ton dessin, tu es Picasso, là. » Tu sais, je dis à mes enfants « Il est beau ton dessin. » Mais tu sais, ça s'arrête là, là. Puis des fois, je leur dis, là, je suis allé voir la première pièce de mes enfants, là. Moi, je suis cruel, là. Tu sais, je dis ça, puis j'ai... Première pièce de théâtre de mon gars, ça avait été fait par plein de bonnes intentions. Là. Son prof joue de la guitare, tu sais. Gars multi-instrumentiste, décide de plugger de la guitare, puis il dit aux jeunes, vous allez l'écrire, votre pièce de théâtre. C'est important, la voix des jeunes, votre opinion. Qu'est-ce qu'ils ont à dire? Ils sont en première, deuxième, troisième année, quatrième année. C'est une pizza de ramassis d'idées qu'ils ont vues la fin de semaine d'avant. Il n'y a pas un enfant qui a une idée originale, là. C'est tout un ramassis, là. Une pizza indigeste, puis il fait un collage avec ça. Au lieu de prendre une pièce de théâtre qui existe, puis apprenez une histoire qui est au moins qui est construite, puis qui c'est écoutable. On est là, les parents, là. Ça va dans tous les sens, là. C'est pas écoutable. Je leur ai dit, c'est insultant. Parce qu'ils m'ont dit après ça, moi, on va dans d'autres écoles présenter ça. Je dis, vous allez endormir d'autres écoles avec votre pièce de théâtre poche. C'est pas ça du théâtre. Je vais vous faire. Puis là, je suis obligé d'expliquer à mes enfants. Je dis, gars, je vous adore, c'est beau ce que vous avez fait. Mais il y a ça, si vous pensez que c'est une pièce de théâtre, c'est une erreur. C'est même pas une pièce de théâtre. Il n'y a même pas d'histoire, tu sais. C'est même pas bon, tu sais. Faites des covers avant d'écrire vos tunes. Oui, c'est ça. Fais tes gammes avant de faire. Tu marches pas sur un piano avec tes pieds, tu joues avec tes doigts. Tu sais, en tout cas, bref, c'est juste pour dire que je suis pas du genre à dire que tout ce qu'un enfant crée, c'est extraordinaire, là. Il faut mettre des balises d'excellence, là, je suis le premier à le dire. Mais il faut qu'à un moment donné, ça ne peut pas être ça toute ta vie artistique. Parce que les artistes, on n'est pas des abrutis qui ne sachons... qui ne savons que faire ça. Tu comprends? Mm-hmm. C'est-à-dire... Je pourrais faire d'autres choses dans la vie. J'ai plein d'autres talents. T'sais, dans une autre situation, je ne suis pas obligé d'être humoriste. Ce n'est pas la seule affaire que je suis capable de faire. Mais si tu rends ça pénible, si tu avais rendu ça si pénible, j'aurais probablement pas été humoriste. À un moment donné, j'aurais fait, écoute, si c'est trop plate cette affaire-là, moi, je le fais parce que j'ai du fun. Si le fun quitte cette opération-là, je vais aller faire d'autres choses, là, parce que je suis heureux dans ma tête. Fait que je vais aller faire des planchers, puis il y a plein de jobs satisfaisants, manuels, là, que je pourrais faire demain matin. Ouais. Fait que quand on parle de culture, à un moment donné, tu sais, de rendre ça plus dur que ce que c'est, là, je trouve ça... je trouve que c'est quand même qu'on construit, là, encore et encore des écoles de théâtre. Puis on est très fort sur les bâtiments au Québec, là. Une autre école de ci, puis une autre des classes de ballet, mais après ça, des écoles avec la salle d'art plastique à l'école, c'est donc tous les parents, tu le sais, tes parents, la salle d'art plastique. C'est incroyable, c'est là que la magie, là, les enfants jouent avec des crayons, là, puis là, on est content pour eux autres. Puis quand, 10 ans plus tard, il dit « Je veux être graphiste », tout le monde fait comme « c'est pas payant, le graphiste ». Tout ce qui a été développé dans le sort d'art plastique est zéro valorisé 10 ans après. Là. Fait qu'il y a comme un illogisme de dire « Non, on va-tu faire des gens créatifs? » Mais après ça, c'est ça, être créatif. Là, tu t'en vas tout seul avec tes pinceaux, puis là, tu barbouilles. Mais là, tu fais « Non, tu peux plus barbouiller là, il faut que tu fasses quelque chose de sérieux. » C'est ça qui est drôle. C'est ça qui est drôle.
Tu parles d'aquarium, puis je peux pas m'empêcher de réfléchir à l'arrivée du bordel à Montréal. Ouais. Euh, Gros changement dans l'aquarium. ouais, c'est ça. Je veux dire, je suis tellement fan que j'ai passé beaucoup de temps à Los Angeles, tellement de temps à New York aussi, puis de cette culture-là, là, tu sais, Oui. du Comedy Cellar, puis du Comedy Store, puis toutes ces places-là où tu arrives, tu sais pas qui va être là. T'as un Ricky Gervais qui embarque, Ouais. un Chappelle, ou whatever. Oh, OK, ça se passe, là, puis t'es dans la braise, Oui, oui, solide. puis tu puis- vois quelqu'un que tu apprends à connaître ce soir-là, Ouais. tu te dis, coudonc, il est bien bon, puis 2 ans après, c'est le numéro 1. Il y a 4 ans, j'étais au Comedy Store avec ma blonde, en 2019, là, juste avant la COVID, puis on est allé voir, Tom Segura était là. Puis je connaissais pas, il y avait Tony Hinchcliffe qui a popé. Ouais. Bon, c'est qui ce gars-là, tu sais, qui a complètement murder, là. La salle, je fais, oh mon Dieu, Seigneur. Dernière fois que j'ai vu, il y avait Bobby Lee, Cummings, puis Ali Wong back-à-back. tu sais. Wow. Ali Wong. Ali Wong, 15 minutes, puis elle a tout détruit, là. Puis Bobby Lee aussi, 10 minutes avant, puis là, Whitney Cummings, tu sais, c'est un gros line-up, là, tu sais, pour 15$, là, je me rappelle plus combien ça coûte, là, mais cette culture-là, là, tu sais, que tu vois au bordel, tu sais, très respectueux aussi au bordel. Tu sais, au bordel, il n'y a pas, genre, comme Chappelle fait, mettons, je débarque, puis là, je vais faire 1 heure ou 1 heure. Tu sais, Chappelle, il débarque, mettons. Oui. Puis là, fait que tassez-vous, Seinfeld arrive. Là, tassez-vous, peu importe qui pensait qu'il allait faire des jokes à soir. On va attendre que. Puis c'est correct, gars. Moi, si c'était ça, je vivrais avec, tu sais, mais au bordel, tu sais, c'est très minuté. Fait Faudrait que qu'Yvon même Deschamps les fasse pros. ça. Ouais. Il faudrait qu'il fasse ça, Yvon, hostie, qu'il arrête de faire son paresseux, faire croire qu'il est trop vieux, puis qu'il revient. Mais je suis sûr qu'Yvon aurait capoté. Mais en fait, tu sais. Il aurait capoté. Non, mais je dis ça, mais il faisait tellement de choses dans les années 70 que, tu sais, comptait qu'il faisait des fous. Il y avait des semaines, des étés, il faisait 20 shows par semaine. Fait que quand tu fais 20 shows par semaine, c'est comme si tu étais allé 4 fois. Il faisait des heures et demie, là, 21 fois. Là. Fait que, tu sais, son stock était rodé vite. Là. En 1 semaine, ton stock est rodé, fait longtemps, Ouais. là, tu sais, à 21 shows par jour, par semaine. Mais normalement, quand tu es dans la relève, tu n'as pas d'occasion de faire 21 fois ton number, ne serait-ce que ton show complet. Puis c'est pas compliqué, c'est le nombre de fois qu'un humoriste va faire son matériel qui va dire à laquelle vitesse le matériel va être prêt. Fait qu'au bordel, le fait d'avoir 2 salles, puis que le show commence à 7h d'un bar, 7h15 de l'autre bar, 9h un bar, 9h15 de l'autre bar. Fait que là, à minuit, je l'ai fait 4 fois. Incroyable. Fait que ma nouvelle joke est plus nouvelle. Rendue à minuit, elle a été faite 4 fois. Puis si j'ai eu le temps de me revirer de bord puis de réfléchir un peu, je l'ai fait twist on the side, je l'ai fait twist over side, je l'ai fait under, je l'ai fait slow-mo, je l'ai fait accélérer. Bref, j'ai essayé les 3-4 affaires que ça me tentait de faire. Je connais ma joke. Fait que le lendemain, là, je dors Les dessus. réactions puis- aussi, là, tu sais, juste Oui. de filer ça physiquement. Ouais. Je veux dire, moi, je suis fasciné par l'humour. Tu peux sûrement le sentir juste avec notre conversation. Là, c'est une plus grande passion quasi que la musique. J'ai ce fantasme qui n'est pas tant secret de faire un 5 minutes. Tu sais, Adib Ouais. me le dit, ou j'ai du temps, moi, je le dis, hey, fais-le, man, je Ouais, vais faut que tu le t'aider. fasses. Puis, Ouais. ah mon Dieu, le vertige que ça me. Alors que j'ai fait 1000 et 1000, je veux dire, combien de spectacles de Oui. musique. Puis j'ai déjà été drôle sur scène. Tu sais. C'est ça. J'ai déjà, entre Tu deux parles entre tonnes, deux je dis quelque tonnes, chose. puis tu Hey, fais- la réaction, ça a marché. J'ai une amie qui travaille à l'école de l'humour qui me dit t'es la personne la plus drôle que je connais, fais-le. Oui. Pour vrai, là, ça me fait Ouais. triper d'y penser, puis juste de t'écouter, puis de voir mais mon Dieu, d'embarquer au bordel, puis d'avoir un public. Je pourrais te jouer de la guitare toute la soirée, pas de problème, chanter. Mais tu peux faire les deux, puis tu peux partir. Tu vois, la vie a fait en sorte que mon fils plus jeune, qui a 15 ans, qui suit des YouTubers. Fait que là, il suit une YouTuber québécoise qui s'appelle Ali Brassard. Fait qu'Ali Brassard a 100 000 et plus personnes qui la suivent sur YouTube, puis elle fait des vidéos à tous les jours. Fait que c'est vraiment une productrice de contenu là, qui fonctionne. Là. Puis dans la tranche d'âge de mon fils, elle a fait un meet-up dans le Vieux-Montréal, puis elle savait, il y a 2 mois, juste à la fin de l'automne. Puis elle savait pas. Elle savait pas, vas-tu avoir 22 personnes? Tu sais, elle était nerveuse. Il y avait, quand je suis arrivé,
4 coins de rue dans le Vieux-Montréal de line-up de fans qui crient. T'aurais pensé là, que, tu sais, je peux même pas te dire qui, mais 4 coins de rue, tu te dis, c'est qui, là? Taylor Swift. Ouais, Taylor Swift, la référence. Là. Elle n'aurait pas eu plus ou moins. Puis là, c'est une YouTubeuse québécoise. Tu sais. Fait que là, mon fils, on est dans le line-up. Finalement, on se ramasse là, prend une photo avec la gang. T'es là avec 3-4 de sa gang de YouTubeurs. Tu sais. Puis là, il y a une mère qui, elle, tu sais, personne ne me connaît sauf la mère, évidemment, de la YouTubeuse en question. Puis elle a dit, hey, Martin Petit est venu. Ouais, j'étais avec mon fils. Puis, bref, elle m'écrit, sa mère, elle dit, pas la mère d'Ali Brassard, mais la mère d'une autre. Puis elle me dit, ma fille, je la nomme pas tout de suite parce que elle veut faire le bordel, puis je vais la nommer le jour qu'elle va se rendre à la fin de son affaire. Mais sa mère a dit pour Noël, qu'est-ce qu'elle m'a demandé? Elle m'a demandé quelque chose. Elle voulait que je fasse une vidéo pour sa fête. En tout cas, c'est une demande qui était cute, là, de ma fille est intéressée par l'humour. Je dis, gars, attends une minute. Elle est intéressée par de l'humour, elle fait du contenu, ça vaut la peine d'être coaché dans le processus. J'ai dit, gars, c'est Noël, je t'offre que pendant 2 mois, 1 fois par semaine, on va prendre 1 heure, je vais coacher ta fille, puis elle viendra faire les open mic au bordel au mois de mars. Elle va le savoir, tout le monde va le savoir, elle va savoir si elle est à piqûre, puis je l'aurai coaché, puis je te l'offre. Ça va être c'est ça ma BA là, de 2025. Puis fait que ça a été ça son cadeau de Noël. Ça fait déjà 3 semaines que je la coach à 1 heure par semaine. Elle a du talent. Fait que je sais qu'elle va se rendre. Là. Puis là, j'ai hâte, puis ça commence à builder son affaire. Puis c'est beau, elle va l'avoir, la réponse. Fait qu'au mois de mars, tu sais, la meilleure façon, c'est... Après ça, c'est la question... Tu l'as fait 1 fois. Après ça, c'est la question... J'aime-tu assez ça? Après ça, c'est un mélange d'insatisfaction puis satisfaction, je te dirais, pour le restant de tes jours. Parce qu'après ça, si tu es satisfait, puis moi, je connais plein de monde qui l'ont fait. Là, des fois, ils faisaient ça, des émissions... une activité que tu n'as jamais faite, sauter en parachute. Puis là, il y a une fille, elle, c'était faire 5 minutes. Puis là, il y a une humoriste qui a coaché. Puis là, elle fait 5 minutes. Puis tu le vois, elle le fait. Puis il y a des rires, puis il y a des affaires qui ne marchent pas. Là. Mais que l'expérience, au bout, tu dis, hey, je l'ai faite. J'ai sauté en parachute. Après ça, j'ai-tu le goût de sauter en parachute à chaque semaine sur commande? Mm-hmm. Peu importe les saisons. Toi, tu le connais. Ça, c'est une autre affaire. Ouais. Là, après ça, c'est un métier. C'est pas la même affaire, mais ça vaut la peine de... Tu sais, j'ai fait du rap à avec Didier Lucien à la fin des années 90 en niaisant parce que je viens d'une gang où on avait toutes des bandes de garage. Fait que des chums, j'avais des bandes punk, mais c'était toutes des mauvais bandes de garage, là, que ce soit nous autres, ce qu'on faisait en rap ou tout ça. C'était jamais pris au sérieux, mais c'était comme dans notre culture à Laval, tout le monde avait un band de garage. Puis il y en a qui ont réussi dans mes chums, comme Lemon Twigs, tu sais, puis mon frère est allé, tu sais, a gagné des affaires. Puis tes chums, c'est Lemon Twigs? Oui, mes chums d'enfance, mes chums de cégep, moi, c'est les gars de Lemon Twigs. OK. Ça, c'est ma gang, là. Ben, les Lemon Twigs sont américains? Non, Lemon Twist. Le qui? Lemon Twist. Ah, je pensais que tu disais les Lemon Twigs. Ah! Là, non. Attends, les Lemon Twigs. Ces gars-là, c'est des kids, puis je comprenais plus rien. Oui. Non, j'ai pas quel âge. Non, Lemon Twist. Ah, OK. Fait que, non, c'est pas les Lemon Twigs. Puis, mais, tu sais, il y avait plein de bandes. Quand j'étais au cégep, là, tout le monde a une bande de garage, dans tous les styles. Là, Puis ce qui était le fun de cette expérience-là, c'est que ce soit bon ou pas, ben tu sais c'est quoi monter sur scène. Fait que je suis capable de comprendre pourquoi. Ça m'a permis de comprendre le fait d'avoir fait 3-4 shows, de comprendre pourquoi mon frère faisait de la musique. Je pouvais comprendre parce que je le voyais avoir de la difficulté à vivre le dream du musicien, parce que Chris, quand tu amènes toutes tes affaires toi-même, puis tu plugues tes affaires, puis c'est pas, tu fais pas le... Tu sais, c'est demandant, là. Tu sais, c'est pas... mais là, j'ai compris,
l'état de grâce d'être sur une scène, d'être capable de fermer les yeux, puis de partir dans la musique, ce que je peux pas faire quand je fais de l'humour. Je suis tout le jour en train de converser avec les gens. Je peux pas partir dans ma tête pendant 1 minute et demie pendant que mon chum fait un solo. Je peux pas vivre ce trip-là sur scène, d'avoir la musique super fort, puis du monde qui crie en même temps, là, tu sais. C'est comme comparer de l'héroïne puis du thé à la camomille. Exact. Fait que là, je comprends. Je fais, ah, OK, t'es hook sur cette drogue-là. Hey, je la comprends, la drogue, là. Je peux pas me la fournir, moi, celle-là, là. Moi, c'est du thé à la camomille, là. C'est un autre buzz, mon affaire. T'as pas à brancher tes pédales avant que les gens te regardent. Puis t'as le... J'ai pas... C'est ça. Mais quand t'es héroïnomane, t'es prête à te shooter sur le bord de l'autoroute, tu t'en calisses. Le buzz est tellement fort, visiblement. Il y a du monde qui sont en pleine rue. Fait que là, je comprends. Je dis, ah, OK, le buzz d'être un musicien, il est si fort que t'es prête de faire 3 heures de route, puis de mettre ton drum dans ton char, puis que là, il n'y a plus d'autres places. Puis toutes les choses que les musiciens font, puis qui s'imposent comme discipline, qui est moins glorieuse. Je comprends. Il y a un plaisir au bout de la ligne, puis c'est pour ça que vous le faites. T'sais. Moi, je suis un humoriste. Moi, mon plaisir, c'est d'entendre le monde rire. Fait que je suis prêt à plein de sacrifices pour arriver à ça. Ça fait 30 ans que je fais des sacrifices pour juste vivre ça. C'est ça mon... Cette danse-là avec le public aussi, le silence, exactement. La dynamique entre le silence et le rire, les éclats, ouais. L'inconfort aussi. Je veux dire, ça, c'est le fun en maudit, là, quand tu vois un humoriste juste comme tester quelque chose, puis OK, là, le rire est plus fort. Tu sais. Exactement. Ça ment pas. La musique, l'affaire, c'est que tu joues ta tune, il y a des gens qui vont être polis, vont applaudir, vont siffler. Tu sais, tu peux être dans de l'illusion que tu es bon. Mais j'ai l'impression que l'humoriste, j'en ai vu des humoristes se planter au Nasty Show, là, puis que c'est pas drôle, puis les gens vont pas essayer de te faire plaisir. Non, jamais. Non. C'est très, très dur. Puis t'as la même arme, c'est pas ta guitare est désaccordée ou quoi que ce soit, t'as l'SM58 dans tes mains, puis Patrice O'Neill, quand il embarque après, ben lui, il décalisse tout, puis il anéantit, puis c'est comme, oh, il vient de commettre un meurtre avec la même arme que l'autre qui s'est planté avant, qui a creusé sa tombe. Là. Fait que tu peux pas dire que c'est la faute du public, parce que clairement, le public, il y avait tout ça. It's funny or it's not. Ouais, c'est ça, mais tu sais, pour un gars comme moi qui a grandi dans, peut-être, c'était pas clair probablement, là, le feedback qu'on me donnait. Fait que ce que j'ai aimé de faire de la scène, c'est la clarté du feedback. Tu sais, fait que moi, ça me dérange pas que le feedback soit impitoyable d'un bord ou de l'autre. C'est au moins clair. C'est pas flou. Tu sais, probablement il doit y avoir quelque chose dans mes parents qui était flou dans la façon de m'élever, ou le feedback général, tu sais. Probablement que dans ma nature, c'est quelque chose que j'aime pas. Des feedbacks flous. Si je dis ça, puis je regarde vite, là, les gens qui m'entourent, ce sont des gens qui s'expriment très clairement. Tu sais, ma blonde est claire. Elle aime ça, elle aime pas ça, puis je navigue bien dans cet environnement-là. C'est pour ça que t'as pas encore migré vers Blue Sky pour être dans une chambre d'écho, puis tu restes sur X. Je reste sur X, puis là, je savais pas que c'était un acte de résistance. Tu sais, là, je suis rendu un rebelle qui reste sur X. Ben oui. Tous les artistes ont quitté X depuis longtemps. Je te dirais même depuis la pandémie, depuis avant la pandémie, là, ça a été une migration, là. Tu sais, il fait trop chaud, là. Il y a 3 ans, c'est drôle parce qu'il y a 3 ans, c'était Twitter. Puis là, on n'était pas dans le portrait au niveau de l'avoir acquis. Puis les gens, ils n'étaient pas plus là. Puis ils ne savaient pas comment s'en servir. Puis ils étaient tous sur Instagram en train de prendre des photos de leur café. Tu sais. Non, Instagram, fait que là, je pense c'est drôle que c'est drôle de voir cette migration. Là, moi, j'ai mal à la tête en ce moment de ce temps-ci de voir les gens avoir des cerveaux cassés. Là, mais de voir à quel point que là, il y a comme soudainement, il y a un dédain pour Facebook. On va aller, suivez-moi maintenant sur Blue Sky, qui est une copie de Twitter que j'aimais pas au départ.
puis que je sais pas comment m'en servir, puis là, tu vois 3 semaines plus tard, personne n'a rien publié, ça va être ça va être moins toxique, mais on publie des photos du salut nazi, supposément. Tu sais, vous créez un environnement toxique, chambre d'écho, que là, les voix dissidentes sont plus là, les intellectuels sont pas là, les auteurs sont pas là, les politiciens sont pas là, il y a personne qui est là. Mais vous êtes dans votre safe space. Puis là, ça me fascine en ce moment. Vous n'étiez pas indigné de Facebook il y a 3 ans quand il y avait de la censure, quand il y avait de la corruption avec le gouvernement Biden, quand Zuckerberg, milliardaire, donnait de l'argent au Parti démocratique. Quand, tout ça, c'était pas grave. Ça ne me J'arrive dérange à peine à comprendre que Elon Musk soit un trou de cul et que Zuckerberg que les gens n'aient pas d'opinion sur. Que de voir des gens détester un gars qui surperforme puis se fait l'avocat express de la liberté d'expression au point de perdre de l'argent. Parce qu'aux dernières nouvelles, son achat de Twitter, ça n'a pas été un achat qui a été. Je fais confiance que ça peut être rentable, cet achat-là, éventuellement. C'était pas le but, mais en fait. À la base, là, ce qu'on lit, c'est que le gars a perdu de l'argent. Peu importe combien d'autres argent le gars a, quand tu achètes quelque chose, les hommes d'affaires sont très peu reconnus pour acheter des choses qui perdent de l'argent. Parce que en général, ils n'aiment pas avoir l'air de quelqu'un qui perd de l'argent. C'est comme le tabou d'un homme d'affaires. Puis quand ils perdent de l'argent, ils te le disent. Là. Ils te le disent, je fais pas ça pour de l'argent. Ils te le disent à tous les jours qu'ils font pas ça pour de l'argent. Fait que Elon Musk achète ça à perte en disant, gars, ça va être le seul média où on jouera pas ce game-là de jouer avec la liberté d'expression. Moi, je trouvais que c'était une ligne directrice incroyable. C'est la ligne directrice pour laquelle j'ai mis du temps sur Internet. Sinon, pourquoi je suis allé sur Internet, commencer à dire des choses puis m'intéresser aux gens? C'est parce que je pensais que cet endroit-là n'était pas morpionné par tous les commanditaires qui payent le contenu des médias de masse. Les médias de masse fonctionnent avec la publicité. Fait que tu peux t'exprimer dans les limites que tu fais pas chier commanditaire dans les médias de masse. Ça, c'est ta limite de liberté d'expression. Fait que je me disais, Internet, wow, on est lâché lousse. J'ai l'impression que ça délie les... Puis là, à un moment donné, les gens se sont mis à avoir des avatars parce qu'ils se disent non, moi non. Moi, j'ai besoin de me cacher derrière un dessin parce que ça servait contre moi. Puis là, tu te dis, bon, OK, pas moi, mais d'autres pensent que oui. Puis, OK, moi, les avatars, c'est un indicateur c'est pas un indicateur de santé que quelqu'un se cache derrière un avatar. C'est pas... je suis pas contre. Je pense que des gens n'ont pas le choix, mais je trouve ça plate de vivre dans une société où ces gens-là pensent qu'ils n'ont pas le choix de cacher leur opinion derrière un avatar. Fait que ça, c'est la première chose. Parce que moi, je me dis, tu sais, je suis pas contre les vitres teintées d'un char, mais si on voit jamais personne qui conduit des voitures, il y a quelque chose d'inquiétant là-dedans. C'est le fun de voir la personne qui conduit la voiture. Si on peut éviter des accidents en se regardant. Bref, si on se cache le visage de la gang, tu sais, ça crée un autre... Puis c'est ça, les avatars. Fait que déjà, c'était... Mais là, si en plus, les gens acceptent qu'ils vont faire partie d'un réseau social dont les algorithmes sont vendus aux plus offrants ou aux plus puissants, on vient de le vivre, comme tu as dit, Facebook. Facebook et ancien Twitter ont négocié avec le FBI sans l'accord ou avec l'accord du gouvernement pour ingérer sur les élections. Et ça, c'est illégal. Tu n'as pas le droit de faire ça. Personne n'est en prison à cause de ça, mais ils n'ont pas le droit de faire ça. Fait que là, tu sais... Les gens, on ne le savait pas pendant non plus. Fait que là, le monde était sur Facebook en se disant « Ouais, non, on entend tout le temps les mêmes arguments sur tel ou tel sujet. Ça a l'air d'être vrai, tu sais. Effectivement, mais c'est... Ah, il y a quelqu'un qui jouait dans les algorithmes, puis c'était du monde pour X ou Y gouvernement, parce qu'un gouvernement le fait, un autre gouvernement peut le faire, peu importe. Fait que moi, j'aime pas cet environnement-là. Moi, je
je trouve ça plate qu'en 2025, la vérité soit encore si difficilement... C'est aussi difficile d'avoir... Je peux-tu savoir ce qui s'est passé l'autre bord de la rue? Je n'étais pas là. Y a-t-il quelqu'un qui peut me dire vraiment ce qui s'est passé? Mm-hmm. Peu importe le sujet, c'est ça qui m'intéresse. Puis je m'en fous là, que ce soit là, X qui me le donne, que ce soit Facebook demain matin qui décide d'être meilleur que X, m'aller chercher mon information là, tu sais. Je m'en fous vraiment. Là, c'est qui gagne ce game-là. Je veux avoir accès à une vraie information parce que malheureusement, c'est grave à chaque fois qu'on a une... À chaque fois que quelqu'un a une mauvaise information puis désinforme, il y a un agenda derrière ça qui fait jamais mon affaire, visiblement. Je ne fais pas partie des puissants du monde qui profitent d'une désinformation, quelle qu'elle soit. Fait que moi, je suis une victime à chaque fois qu'il y a quelque chose. Je suis dans la gang de ceux qui sont les victimes d'une mauvaise information. Puis je trouve que c'est grave ce qui s'est passé dans les dernières années, là. Bien, l'affaire, c'est qu'il y a une incompréhension totale de juste les règlements du jeu ou sinon les mécanismes du jeu plutôt. Tu sais, on a quelqu'un qui est à la tête d'un réseau social, Facebook, Mark Zuckerberg, qui fait une sortie ouvertement, c'est pas un conspi, là, tu sais, qui dit « Hey, le gouvernement m'a appelé, m'a dit de censurer des informations. » J'ai dit oui. J'ai dit oui. Non, on est allé avec ça. Les gens, puis là, Elon Musk achète Twitter. Il y a les révélations du Twitter Files. Moi, je pensais que ça allait être une bombe atomique, cette affaire-là. Moi aussi. Il parle à n'importe qui dans la rue, personne ne sait c'est quoi. Non. Ben, là, vous n'êtes pas indigné, là? Ça... Le Twitter Files, c'est drôle ce que ça a fait comme backlash. C'était supposé une explosion de vérité puis de discussion sur, hey, attends une minute, l'ingérence d'un gouvernement sur des médias. Mm-hmm. Puis ça a fait comme, ça a reviré en tout le monde sur X, c'est une gang de caves. Puis le monde qui disent des affaires sur X, puis X, c'est pas bon. Ça a été ça le backlash. 6 mois après, là, ça a été comme ouais, mais tu sais, nous autres, on est bons à la presse, c'est pas comme la gang de Tarlas sur X. Nous autres, on est bons au journal, c'est pas les Tarlas sur X. Puis là, t'es là. Ils ont fait l'exercice. Ils ont ouvert. Ils ont avoué. Quand est-ce que c'est arrivé qu'un média ouvre sa voûte puis dit ouais, on vous a fourré là, en telle année, là, on vous a fourré solide. Ouais. Qui fait ça? Elon Musk. C'est le seul qui a fait ça. Ça a fait du bien. C'est tellement nouveau que je pense que c'est ça qui était peurant. Je pense que tous les médias auraient la chienne de dire ouais, ben gars, on a erré entre telle année et telle année sur ce sujet. On vous a dit ça, puis finalement, c'était faux. Puis on était une couple à le savoir, mais ça nous coûtait trop cher de vous dire la vérité. Oui, c'est notre job, mais maintenant, croyez-nous. Fait que c'est... Les médias jouent un jeu très dangereux en ce moment. Puis parce que je trouve ça important qu'il y ait des médias crédibles. C'est pas important des médias dans une société. Je m'en fous qu'il y ait des médias dans une société s'ils sont tous menteurs. Ça devient d'aucune importance. C'est avoir des chiens, mais ils sont tous sourds-muets aveugles. Ça nous protège contre aucun vol et aucun crime. Fait que les médias, sans un souci certifié de travailler pour la vérité, protégés par des lois qui font en sorte qu'ils sont prêts à prendre des risques pour aller chercher cette vérité-là, là, je back ça à 100%, puis je trouve ça vital. Fait que, tu vois, une affaire qui m'a... Dernièrement, là, tu sais, là, le phénomène des gangs de rue à Montréal est vraiment problématique. Puis c'est vraiment une culture qui est en changée, puis que personne... Tout le monde pense connaître, puis là, tout le monde pense que c'est Hells qui gère la ville. Puis là, c'est plein d'autres gangs. Les Hells sont plus là, tout ça. Puis là, il y a un journaliste qui était à Tout le monde en parle, qui dit il voulait l'assassiner, ce journaliste-là. Puis il disait c'est le seul à Montréal qui suit le crime organisé. Mais comment ça, c'est le seul? C'est une ville qui a une riche histoire de liens avec le crime organisé dans tous les domaines. Tous les quartiers connaissent. Si tu habites à Montréal, tu sais quelle nationalité, même ton groupe organisé, de crime organisé, est associé à quel quartier de la ville.
Si tu es un commerçant à Montréal, puis tu as pignon sur rue, puis tu vends des affaires, tu sais qu'il y a du crime organisé à Montréal. Si tu es un restaurateur, tu le sais. Si tu es un bar, tu le sais encore plus. Si tu étais un jeune dans une école, une polyvalente, tu le sais. Qui recrute, dans quel groupe organisé il recrute. Tu sais, c'est une partie prenante de la culture de Montréal. Tu sais. Puis là, tu dis, il y a un journaliste. Si lui, il arrête demain matin puis il prend une semaine off, il n'y a personne. Pourquoi il y aurait 14 journalistes qui font des critiques de restaurants, de tapas? Beaucoup d'énergie pour faire des journaux sur de l'information dont je me calisse. Je dois prendre l'opinion de TripAdvisor sur ton restaurant de tapas. Mais j'aimerais ça. Mais c'est sûr que c'est dangereux suivre le gourou, le crime organisé, j'imagine. J'imagine qu'il y a un prix à payer socialement. Il y a un stress à se coucher le soir, de dire, ouais, mon dossier, moi, c'est de suivre ramasser de l'information sur des criminels. Fait qu'il faut que cette personne-là se sente bien payée et protégée. Fait que je suis pour ça. Mais ce que je constate, c'est qu'il y en a un en ville qui fait ça. Fait que le crime organisé fait comme, on a un journaliste qui me suit. Faut dire qu'ils sont lâchés lousses. Fait que là, je sais pas. On est-tu en train de gagner la guerre? On est-tu en train de... Est-ce que le groupe organisé... Est-ce que le crime organisé est lâché lousse en ville? J'ai aucune idée. La température de c'est quoi être un criminel à Montréal? Est-ce qu'ils sont sur on the edge? Est-ce qu'ils sont lousses? Est-ce qu'ils sont confiants? Est-ce qu'ils sont craintifs? Aucune idée de ça. Aucune idée. Mais à un moment donné, ça tirait d'un parc, puis la mairesse a dit on demanderait l'aide du crime organisé pour essayer de dire aux criminels de ne pas tirer des jeunes dans des parcs. Puis là, je me suis dit, OK, il n'y a personne qui check la ville. Mais ça, c'est pas aux citoyens de faire ça. Il n'y a personne sur Twitter qui peut remplacer un journaliste. Payé, syndiqué, qui fouille puis qui parle à des policiers. Il n'y a personne qui fait ça dans ses temps libres. Commencer à faire des suivis. Il va se faire tirer demain matin. Fait que personne ne va jamais faire ça. C'est le rôle d'un journaliste. Mm-hmm. Fait qu'un petit peu moins peut-être un petit peu moins de journalistes qui suivent des affaires futiles, là, comme faire des critiques un écureuil, le machin. Faire des critiques d'albums pour enfants où il n'y a pas assez de diversité, puis un petit peu plus de les vraies affaires, genre je m'achète-tu une maison dans Huntsic, puis mon fils va se faire tirer dans le parc? C'est ça que les gens veulent savoir. Mm-hmm. Je veux-tu élever mes enfants? Ce quartier-là, il est-tu? Puis là, je tape sur Internet. Puis là, si t'as pas d'informations, puis là, c'est ça que les gens veulent savoir. Mes enfants peuvent-tu aller au parc sans se faire descendre? On vient de traverser, de vivre une inauguration historique. Puis on était une couple à se parler. On se disait, d'après moi, à un moment donné, ça va se calmer, là, le TDS, Trump Derangement Syndrome, tout ça. Puis j'avoue avoir été... Il n'y a plus grand-chose qui me surprend en vie, là, mais là, j'avoue encore une fois être surpris de voir à quel point... C'est comme la pédale était déjà dans le fond, mais là, le gaz, là, on a débarqué la pédale au niveau du derangement syndrome, à quel point qu'on est... Tu parles dans ton show, je l'écoutais hier, j'ai vraiment beaucoup aimé mon moment avec toi, avec l'humoriste masqué. Ben oui. Mais oui, les sondages qui se sont plantés, je veux dire, à tout bout de champ, comparé des marchés, même des poly markets et tout ça, qui peuvent prédire les choses beaucoup plus sainement. Mais là, je vois, puis on parlait de l'exode vers Blue Sky, je vois les gens soudainement s'intéresser à la politique américaine puis trouver tout ce qu'ils n'aiment pas de cette nouvelle administration, mais qui était complètement dans le noir puis disait absolument rien de toutes les atrocités qu'une autre administration a pu commettre. Est-ce que tu es surpris par ce délire en ce moment? Je ne sais pas si tu le vois. Est-ce que tu penses aussi, deuxième question, que le Québec est en train de passer à côté du vibe shift, du culture shift qui se passe aux États-Unis, parce qu'on parle quand même du vote populaire. Moi, je suis des journalistes aux États-Unis, des Matt Taibbi, Barry Weiss, toute cette gang-là, Schellenberger, qui sont très lucides, puis qui sont capables d'en parler, qui sont capables de faire « Hey, il y a un vibe shift en ce moment. » Un de mes chums travaille à Los Angeles, il fait de la musique, il débarque à l'aéroport après l'élection, il dit « Je vois des MAGA hats partout, puis c'est des jeunes qui les portent. »
Puis il a gagné le vote autochtone, il y a le latino, les blacks, les femmes, you name it, là, tu sais, c'est... Puis ici, on écoute, tout le monde en parle. J'ai l'impression que les gens encore... est-ce qu'on devrait parler à nos enfants de cette anxiété que la présidence américaine, ou Yves Boisvert, tabarnak, à la presse, je veux dire, on est dans un délire, là, une hypnose, un lavage de cerveau. Je veux dire, ça va pas bien. Là. Il a gagné la classe ouvrière, le monsieur. Est-ce qu'on peut au moins essayer de comprendre? Est-ce qu'on peut prendre une respiration puis dire pourquoi les Américains ont voté? C'est quoi Trump 2.0? C'est quoi les bons coups? Les mauvais coups, les bons coups, juste être un peu plus... C'est une longue question, là. C'est pas une question, c'est une constatation, c'est une inquiétude. Moi, j'en ai pas... Parce que les conséquences... j'en parle avec... C'est ça, les conséquences de ce que tu dis, c'est... Il y a deux choix face à ce qui se passe de très important aux États-Unis. C'est soit tu t'y intéresses, puis là, tu te poses la question, si tu n'as pas compris le résultat des élections américaines, sincèrement, c'est facile si tu n'as pas compris quand c'est arrivé, c'est que tu es donc mal informé. Tu es arrivé en prolongation, tu n'as pas suivi la game. C'est ça. Tu es exactement cette personne qui s'intéresse au hockey le 3e match de la finale de Coupe Stanley qui fait comme... Hey, il est bon, lui, je ne connaissais pas. Puis là, tu fais comme, OK. Tu sais, on le sait, quand les séries commencent au hockey, là, tu le vois tout de suite, ceux qui n'ont pas suivi la saison. Il y a ceux qui ont suivi la saison puis qui vivent beaucoup moins d'étonnement parce qu'ils ont vu les joueurs de toutes les équipes évoluer. Fait qu'ils ne sont pas surpris que les Stars aient une mauvaise défensive puis une bonne attaque, tu les as suivis. Pourquoi Tulsi Gabbard est rendu dans les nets. Exactement. Fait que là... Tu le vois dans ceux qui parlent de la politique américaine en ce moment, là, je le vois tout de suite. Tu n'as pas suivi les dernières années. Fait que tu t'es dit, ah non, Biden est là, tout va bien, puis là, tu t'es intéressé à d'autres choses. Puis tu n'étais pas sur X. Puis tu n'étais peut-être pas sur X. Puis encore là, as-tu suivi les mêmes comptes que moi je suivais? Tu sais, Barry Weiss, Matt Taibbi, là, c'est pas les plus populaires, puis les dans les indépendants, oui, puis sont nécessaires, mais est-ce qu'ils sont souvent cités dans les médias de masse? Non, malheureusement. C'est les moutons noirs aussi, sont partis. Barry Weiss est parti. C'est ça. Fait que les moutons noirs, c'est comme Barry Weiss, c'est un super bon exemple. Ben, que les moutons noirs, si tu ne les suis pas, non plus, ça se peut que si tu as suivi le New York Times, ce qui est la référence de 99% des journalistes de la presse, tout le temps, le New York Times, le seul journal, ils voudraient tous demain matin être engagés dans le New York Times. Mais le New York Times, c'est pas... Moi, j'ai arrêté d'écouter le New York Times quand Hillary Clinton a perdu ses élections. Je me rappelle, j'étais sur le site du New York Times, puis il prédisait l'élection d'Hillary Clinton à 90%. Il y avait un thermomètre, puis là, première minute, 90% des chances qu'elle soit élue. 87 pour être exact. 45 minutes après, elle était rendue à 12. Puis je dis, OK, moi, je n'ai pas le goût de m'abonner à 14 journaux. J'ai fait, je suis mal informé. Ça a été un choc, l'arrivée de Trump 1. Puis ma conclusion, le lendemain, c'est là, il faut que je change. Il faut que j'aille à une autre épicerie d'information. Il faut que j'arrête de lire les journaux que je suis en train de lire, puis je remplace, parce que là, je ne veux pas doubler mon temps de lecture, mais je vais sérieusement voir. J'étais donc mal informé. Après ça, et là, ça a changé. Donc, moi, l'arrivée de Trump, ça a changé. C'était le gars que je détestais le plus au monde. Puis je trouve encore qu'il n'a pas fait un mandat extraordinaire. Son premier mandat, je ne l'ai pas compris. Puis vers la fin, alors que là, c'était clair qu'il allait perdre, il a commencé à faire des discours où il a adressé le problème de la culture woke. Puis ça, je me rappelle, vers la fin. Puis là, j'ai fait, parce que moi, s'il y a une affaire contre laquelle je travaille ou qui va me chercher, c'est ça. Puis j'ai fait, il s'intéresse à ça? Il était où dans ce mandat? Tu sais, ça a été un mandat où tout allait trop vite. C'est un gars qui, clairement, là, c'est un gars qui est à l'aise quand il est dans la locomotive, puis c'est lui qui contrôle la vitesse de la locomotive. C'est pas un gars qui rattrape.
Son premier mandat, je l'ai senti, dans le fond, pas leader la patente, être en réaction à la patente. Il était rookie. Il était entouré aussi. Puis il a dit, tu sais, c'est pas un gars qui dit qu'il admet ses erreurs, puis tout ça, puis peu importe sa personnalité, le rendu là, c'est qu'il a au moins avoué qu'il était mal entouré, puis je pense que sa lecture de la situation n'était pas la bonne. Mais la situation n'était pas si évidente à lire. Le mouvement woke n'avait pas généré tout ce que je sais pas comment les décrire, mais le dommage n'était pas fait. Tous ceux qui ont annoncé, puis on les connaît, là, tous ceux qui ont annoncé comment, attention, la philosophie woke, puis ce qui a l'air d'une stupidité insignifiante ou ce qui a l'air d'être un accommodement raisonnable de quelque chose, de je sais que c'est pas idéal, mais pour le bien commun, on devrait. Ce qui est le mouvement woke qui avance à coup d'1 millimètre de nonsense mais qui ne recule jamais, bien, il y en a qui, dès le départ, ont dit « Je sais où ça va nous conduire, tout ça. Ça va être une catastrophe. » Fait que ça, c'est il y a 6 ans, 8 ans, du monde qui disait « Hey, on vient... » La ligne rouge, pas tout le monde, mais il y en a qui sont plus brillants que tout le monde, puis qui ont dit « On s'en va là. » Puis après ça, ben, c'est un pari. Qui est spécialiste en devin? Il y en a qui disent non, c'est là qu'on s'en va. Ben, eux autres, ils ont raison depuis 8 ans. Mm-hmm. Puis là, quand tout le monde a voté pour Trump, là, puis en grosse partie, ça se dit il va falloir que quelqu'un arrête cette affaire-là. Ça a fait beaucoup trop de kilométrage, à coup d'1 millimètre par jour. Bien, effectivement. Fait que là, mais si tu n'as pas suivi, c'est un choc. Fait que je comprends, là, au Québec, la lecture, malheureusement, dans les médias, visiblement, c'est des journalistes qui ont refusé de lire tous les gens que tu as cités, tous les gens qu'on suit, qui font en sorte que moi, ça n'a pas été un choc. Je ne suis pas un fan de Trump, je ne suis pas Trumpiste, je ne suis pas rien, c'est pas mon pays. Je veux dire, il va faire des affaires qui vont être contre moi, parce que je n'habite pas son pays, il ne travaille pas pour moi. Mm-hmm. Fait que je peux pas être... Je suis pour une Amérique qui fait de l'argent, parce que on a tous des REER demain matin. T'sais, les banques canadiennes vont bien, mais tout notre argent est placé là. Il n'y a personne qui a avantage à ce que l'Amérique est foire. Personne ne va survivre ici. Mais ce gars-là ne travaille pas pour moi. Mais en ce moment, il est en train de défaire quelque chose de façon assez spectaculaire. Il est en train de défaire les assises du mouvement woke qui étaient déjà défaites. Fait que, l'incompétence woke, dans la dernière année, avait déjà donné ses fruits, là. Tous les intellectuels qui ont justifié les livres sur lesquels les woke se sont bâtir leur affaire sont tous soit que c'est des fraudeurs, soit qu'intellectuellement, ça a mené absolument à rien, sont pas capables d'arriver avec des conclusions sur ce qu'ils disaient. Et tout le mouvement antiraciste, c'est incroyable. Tout ça, avec ça, BLM, non, mais tout ça, ça s'est foire, mais les gens ne savaient même pas que c'était basé là-dessus. Mais les piliers intellectuels du mouvement woke sont morts dans la dernière année. Ceux qui s'étaient ici au plus gros échelon de la société américaine à cause des programmes woke, les trois femmes de l'université Yale, MIT, Harvard, qui ont perdu leur job parce qu'ils n'étaient pas capables de protéger les étudiants juifs pendant les manifestations, parce qu'ils n'étaient pas capables d'admettre, n'étaient pas capables de dire c'était quoi une agression, parce qu'ils n'étaient plus capables, leur boussole woke n'était pas capable de trouver le méchant dans la patente. Tu sais, ils étaient incompétentes, ils se sont fait... Et là, ça c'est pas Trump, là. Ça, c'est la vie, c'est les woke qui s'enfargent parce qu'ils sont pas capables d'avancer. C'est le serpent qui mange sa queue. C'est ça. Fait que ça a commencé. Je peux pas l'attribuer à Trump, ça s'est fait sans lui, ça s'est fait sous Biden. Mais je pense que la dernière personne qui était là parce qu'elle a profité de tout ce qui était woke, c'était Kamala Harris. C'était le plus loin que quelqu'un dans cette philosophie-là pouvait se hisser au gouvernement, puis peut-être devenir président. À la limite, je comprends les gens qui vont avoir, on n'aime pas le personnage, il est grotesque, puis tout ça, mais moi, la question que je me pose, c'est dans quel monde quelqu'un vit où il croyait que l'alternative, tu l'as nommé, Kamala Harris, était une meilleure candidate
à la présidence. Ça, pour moi, c'est de l'hallucination. Je veux dire, c'est capoté. Je voyais les memes, elle, déguisée en super-héros qui s'en vient sauver l'Amérique, alors que c'était la candidate la moins populaire de l'histoire. Je veux dire, elle s'est fait complètement détruire par Tulsi Gabbard en débat. Mais encore là, comme tu dis, c'est des gens qui arrivent en 3e game de la finale de l'Est. Puis qui n'ont jamais rien suivi. Puis qui ont encore les résidus du bon, c'est une femme noire, on va voter pour elle à cause de ses caractéristiques immutables. Et résultat de tout ça, tu l'as bien dit, Tulsi Gabbard, donc pour l'instant, je suis un fan. Elle, j'ai adoré le speech, comment qu'elle a défendu. Tu sais, elle va être en charge du FBI. La façon qu'elle a expliqué, puis qu'elle a nommé... Le FBI ou le Intelligence... Intelligence Department, je mélange les deux. C'est le CIA, en fait. Oui, c'est ça. Donc, elle va être à la tête des services secrets. C'est ça? CIA? C'est tout ce qui est service secret. C'est pas FBI, t'as raison. C'est service secret. Elle est en tête de ceux qui l'ont. Voilà. Fait que là, elle est à la tête de la CIA, qui, elle, est une organisation qui n'est pas transparente et qui ment au gouvernement de toute façon depuis tant d'années. Puis là, elle arrive là, puis elle dit... J'ai aimé comment elle a nommé la séquence des événements, parce que c'est la séquence d'événements que je pense qui sont arrivés dans les 20 dernières années. Director of National Intelligence. Voilà. Ouais. Puis elle a dit, voici ce qui, selon moi, s'est passé. Puis voici ce à quoi je crois. Elle s'est inscrite le lendemain du 11 septembre. Elle dit, moi, je m'inscris contre les terroristes qui veulent détruire l'Amérique. Fait que, parfait. Je suis avec elle sans aucun problème. Puis elle dit, je suis contre le fait la CIA a menti au gouvernement. Puis a fait à croire qu'il y avait des armes de destruction massive en Irak. Puis on est allé en Irak. Puis on a tué des millions de personnes sont mortes à cause de c'est une travestie de la démocratie. Là. C'est la CIA qui a menti à son propre gouvernement. Les États-Unis sont allés écraser un pays pour aucune raison, pour des fausses raisons. Ça a déstabilisé le Moyen-Orient. Ça a donné des armes à Al-Qaïda. Ça a financé le terrorisme. Puis ce qui est arrivé le 7 octobre en Israël, c'est une suite de conséquences de ce qui s'est passé en Irak. Fait que tout ce qui s'est passé... De M. Cheney. M. Cheney, puis le président Bush. Bush et Cheney. Qui se sont rangés derrière Kamala Harris. Exact, à la fin. C'est ça. Fait que ça, c'est une erreur, mais que la personne qui est en charge de la CIA, ces gens-là sont toujours vivants, sauf Cheney. Oui, non, il est toujours vivant. Fait que ces gens-là sont vivants, puis elle dit de leur vivant d'un président des États-Unis qui est toujours vivant, là, puis alerte Bush, là, ces gens-là sont allés tuer du monde des innocents, puis elle est à la tête de la CIA. Je pensais pas voir ça dans ma vie. C'est une façon... C'est comme, hey, gars, elle vient de dire la vérité, là. La vérité, c'est ça. C'est ce que les journalistes ont dit. Tu sais, ça allait bien. À cette époque-là, là, on était tous à la même place. On disait que le gouvernement mentait. Je n'étais pas pro-Bush. Puis, fait que, tu sais, l'arrivée d'Obama, c'était la promesse de... Hey, on défait Bush, puis tout ça. Puis là, à un moment donné, tu te dis, il ne s'est pas passé tant d'affaires avec Obama que j'aurais pu le penser. Puis là, l'arrivée de Trump 1, de je vais tout casser. Tu sais, il y a eu beaucoup de confusion. Puis je comprends tout le monde. Je comprends tout le monde parce que 100%. Tout le monde était mêlé, les médias étaient mêlés. C'était la lecture de l'Amérique n'a pas été claire dans les dernières années, mais là, elle devient un petit peu plus claire. Quand la directrice du CIA nomme ces choses-là, puis elle dit, bon, ben voilà qui sont nos ennemis, voilà qui sont nos amis, on va se faire confiance, nous autres, puis on va évaluer tous les autres pays autour de nous autres au cas par cas. Puis il y a beaucoup de gens qui étaient séduits par, si on se souvient, en 2016, Bernie Sanders, qui avait le vent dans les voiles, qui remplissait des stades, qui avait un mouvement exceptionnel. Puis il y a beaucoup de gens qui étaient Bernie, qui sont Trump 2.0. Oui. L'anti-establishment, le populisme, le proche de la classe ouvrière, il est là, tu sais. Puis là, on a tassé Bernie pour mettre Clinton. Ton New York Times qui dit à 97% sûr de rentrer, ça s'est tiré dans le pied. C'est ça. Quand tu fais l'erreur de penser que ton parti politique, c'est le bien,
sais, le bien, c'est ce que tu fais avec ton parti politique. C'est pas ton parti politique. Fait que il n'y a pas les démocrates, les républicains, ni l'un ni l'autre a le monopole du bien. Le bien, c'est ce que tu fais. Les démocrates ont tiré dans leur net, ils ont été décevants, ils ont menti alors que leur brand, c'était de ne pas mentir. Puis ils se sont fait pogner les culottes baissées à tellement mentir. Jusqu'à la fin aussi. Tu sais, Obama est allé mentir 2 jours avant la fin des élections. Là. J'allais dire ça. Ouais. Mais c'est sûr que j'ai été déçu d'Obama. C'est un gars que j'avais tellement en haute estime. Il n'est pas devenu un trou de cul, mais il a baissé tellement parce qu'il a fait « Hey, attends, tu mens en plein micro devant des caméras puis tu répètes des menteries sur ton ennemi politique que tu sais que c'est des menteries. » C'est pas la même chose. Dire une fausseté puis dire une menterie. Une menterie, c'est que tu sais que c'est pas la vérité. Tu sais, ça nous arrive tous de dire des conneries parce qu'on pensait que c'était la vérité. T'es bien moins... T'es coupable d'avoir dit une connerie, mais t'es pas un menteur parce que tu savais que c'était pas vrai. Est-ce que ce serpent-là qui bouffe sa propre queue, est-ce qu'il est capable d'auto-analyse? Là, je regarde en ce moment au Québec. Mais il a fait son temps. Je pense que, tu sais, Obama, c'est la fin. Bon, quand il a fait ça, il s'est fait « Ah, OK, c'est la fin. » Moi, je parle au Québec. Je parle des gens qui sont comme « Hey, là, on haït Zuckerberg, on haït Elon Musk, on s'en va sur une autre plateforme, on n'est pas capable de voir ce qui s'est passé. Tous les Américains sont racistes, sont cons, sont misogynes parce qu'ils ont voté pour Trump. Ouais. » Comme ils sont tellement dans un délire et une chambre d'écho de Guilla qui parle à Pénélope, puis tout le monde dit, bon, c'est donc bien misogyne puis raciste, puis tout ça. Ouais. Puis là, les gens écoutent ça. Il y a la langue là-dedans aussi, là, les gens qui vont traduire ce qui se passe sur X pour le bonhomme qui écoute TVA le soir. Il y a un décalage. Je suis d'accord avec toi, mais je n'habite pas aux États-Unis, fait que je sais pas c'est quoi le décalage ou le pourcentage de personnes aux États-Unis qui suivent l'actualité américaine en ce moment comme on peut le suivre comme des passionnés de monde qui suivent le hockey ou le football. Tu sais, quand tu suis un sujet... Je connais rien à la sommellerie puis le vin. Tu sais. Je me prononce pas. Tu te prononces ou pas. L'architecture ou quoi que ce soit. Mais là, on a quelqu'un... C'est enrageant au Québec, effectivement. Quelqu'un à sexe oral qui va parler de la Palestine puis de l'Israël. Exactement, c'est ça. Ça, c'est plein. Ça, c'est plein au Québec. C'est un manque d'humilité grave de se lancer dans des sujets importants en répétant des opinions qui ne sont pas les tiennes. Parce que c'est souvent, ce qui est plate dans ces débats-là, c'est que tu poses la question t'es à 2 questions d'avoir « je ne sais pas » comme réponse. Tu sais, genre, mais pourquoi tu dis ça? Puis c'est basé sur quoi? Puis après, la deuxième question, les journalistes, animateurs, tout ça, ils ne savent plus. Ils sont comme, mais je sais pas. Oui, parce que tu fais exactement juste répéter. Puis j'ai déjà fait ça quand j'étais au cégep, là. Répéter des affaires que j'avais entendues. C'est ça. J'ai tellement répété de conneries que quand je me pose la question, c'est-tu ça comme moi, je pense, ou je répète quelque chose que j'ai entendu qui sonnait bien? Comme être humain, j'ai tellement fait ça, répéter des affaires qui sonnaient bien. Mais ça, avec la maturité, puis ça, c'est un autre axe que je trouve intéressant. C'est un axe qui a guidé mon one-man show que je fais en ce moment, tu sais. Je pense pas que ça se voit quand tu écoutes le show, mais j'ai écrit mes jokes selon cet axe-là. L'axe, t'es un adulte ou t'es un enfant. Puis quand tu deviens parent, c'est une des beautés de devenir parent, c'est que tu rajoutes cet axe-là qui n'existe pas tant que ça avant d'avoir des enfants. Tu es obligé de tracer la ligne. C'est quoi un comportement d'un enfant? Puis c'est beau, parce que c'est un comportement enfantin, c'est magnifique. Puis un comportement adulte, c'est aussi magnifique, parce que quand tu t'occupes de tes enfants, tu fournis le cadre, tu fais les sacrifices, tu t'occupes de toutes les affaires plates pour que le party des enfants a lieu. Fait que toi, tu penses au bandage, au band-aid, aux muffins, à la bouffe, au jus, aux aspirines, puis à tous les coins, tu mets des coussins sur toutes les... Tu as tout pensé à tout ça. Il n'y a rien de fun là-dedans pour permettre à ce que les enfants aient du fun. Ça, c'est un axe adulte. Puis quand t'es parent, cet axe-là devient évident, ça devient ton day-to-day. Puis il faut que tu trouves un plaisir d'entendre tes enfants rire, parce que c'est la récompense c'est la seule récompense. Tu n'iras jamais jouer à leur jeu. Ça sera pas hey, merci papa, c'était vraiment cool que tu t'es.
Mais l'axe adulte-enfant, je trouve que après ça, tu peux l'amener dans ce que tu disais, genre, dans les communications. Je suis assez adulte pour dire, hey, gars, je vais aller dire n'importe quoi, je sais pas de quoi je parle. Et c'est assez adulte pour dire, hey, gars, ça, je le sais pas. Mm-hmm. Ça, visiblement, genre, je suis tout seul à le penser ou genre, l'introspection qu'un adulte doit faire, de dire, hey, non, gars, pars du principe en te levant le matin que t'as pas raison sur 90% des sujets que tu entends à la radio parce que tu fais pas 90% de ces jobs-là. Fait que pars du principe avec humilité que tu ne connais pas tout ça, tu peux apprendre des autres. Fait que j'ai bien de la misère avec des gens dont c'est le métier d'avoir raison à tous les matins. Ouais. Je trouve ça très étrange. Tu prends un sujet que tu connais, en fait, très, très, très bien, que ce soit les timbres ou Israël ou whatever, puis va lire un journaliste, ce qu'il dit, puis tu vas réaliser qu'il a fait ses devoirs la veille. Puis là, tu te dis, wow, OK, tous les sujets, c'est ça. J'ai un de mes chums qui m'avait dit ça un moment donné, puis il est calé dans pas mal de matières. Ouais. Puis dis-toi, mettons, tu connais le Bitcoin, là, puis va lire ce que un tel dans le Journal de Montréal, il a fait sa chronique du matin là-dessus. Là, tu vas voir qu'il il y a plein de faussetés, puis il y a plein d'affaires, il est dans le champ, il ne comprend pas ça, puis tu as besoin de... C'est comme ça dans tout. C'est comme ça absolument presque dans tout. Quand ton métier, c'est de faire, c'est ça, une opinion large qui est basée sur une recherche Google, maintenant ChatGPT, de 3 quarts d'heure, ben c'est accessible à tous les finissants sur secondaire 5. Là. Mm-hmm. Fait que les outils technologiques rattrapent les journalistes paresseux. Fait que le décalage entre un journaliste, pas un journaliste, la personne, mais le produit, c'est-à-dire l'article. Le produit, là. Détachons de la personne. Là. Ça prend quelqu'un d'assidu pour sortir des articles de fond régulièrement. Là. Ils ne sont pas tous aussi bons les uns que les autres. Mais le produit final, de toute façon, il faut qu'il y ait une plus-value entre ça puis la recherche que moi j'ai faite, comme tu dis, le soir avec mon Internet, des écouteurs, pendant que ma blonde écoute son émission que j'aime pas. Moi, je me tape l'histoire du Moyen-Orient. Puis là, soudainement, j'en sais plus. Après 3 soirs back-à-back à lire là-dessus de plein de sources différentes que ce que je lis. On a accès à des débats là, maintenant. Oui, c'est ça. Fait que ça met une pression sur le journaliste que je pense plus que le journaliste va être la star dans la société qu'elle a été dans le passé. C'est la fin du vedettariat du journaliste. Comme étant, là, tu sais, le Bernard de Rome, c'est un sex symbole au Québec. Il lisait, il te renseignait sur ce qui s'était passé dans la journée, là. Mm-hmm. Puis il faisait, là, bander toutes les madames, puis il impressionnait tous les messieurs, comme s'il était connaissant dans tout ce qu'il disait. Mais tu sais, ça, c'est l'ancienne façon de voir un journaliste. D'après moi, ça, c'est mort. C'est pas la fin du journalisme, c'est la fin de la notoriété. Du Walter Cronkite. Puis la glorification du journaliste comme personne. C'est pas ça la fin du journalisme. Le journaliste doit continuer, mais dans l'humilité et dans un anonymat. Puis j'avais lu que je lisais sur le narcissisme. Tu sais, j'ai commencé un podcast, puis je pense que ça va être mon prochain sujet. Je pense que, parce qu'on traite tellement Trump de narcissique, probablement avec raison, mais ils sont pas tous pareils, visiblement, les narcissiques que je croise dans la vie. Puis je lisais, pourquoi, parce que j'ai grandi un peu là-dedans, mais pourquoi, où vont les narcissiques? Tu peux faire la recherche Google, là, où vont les narcissiques? Puis le journaliste sort souvent comme dans le top des métiers où les gens qui ont une personnalité forte de narcissisme vont. Parce que je me dis, si tu es un narcissique, les narcissiques sont paresseux. Fait que les narcissiques veulent beaucoup de la gloire, sont attirés vers des métiers qui leur donnent la gloire, puis pour lesquels ils ont peu à travailler, parce que ça,
Ça, il n'y a personne qui se rend compte de ton travail. Fait que ça, c'est chiant, là. Fait que, tu sais, là, les narcissiques ne vont pas travailler là, pour réparer des sous-sols ou des conduits d'eau. Il n'y a pas de narcissique attiré vers les conduits d'eau. C'est toujours des affaires comme vedette. Je pensais artiste, puis même pas. Je me suis dit, je vais être là-dedans. Les artistes, on va tous être là-dedans, là, puis là, je vais réaliser que je suis entouré de narcissiques. Même pas dans le top 5. Par contre, des médecins, des journalistes, des politiciens et j'avais été étonné des vedettes de sport. Tu sais. Genre, je cours vite. Ah tiens, ça peut être le fun, ça. Me faire applaudir pour courir vite. Tu sais, me faire applaudir pour quelque chose que j'ai peut-être physiquement, je me suis fait donner le cadeau d'avoir des cuisses de bœuf puis je cours vite. Puis, hey, je vais aller là-dedans, me faire plaisir. Puis là, tu sais, puis être journaliste, puis avoir ta face, puis dire c'était Étienne Titato devant le 11 septembre. Fait que là, tu as le 11 septembre, puis lui, tu es là. Tu deviens la face d'un événement. Fait que le rapport de on t'a vu à la télé avec une chose importante, ça doit être. Un narcissique doit faire hey, je pourrais faire ça, moi. Ça a l'air payant. T'es pas l'événement. T'as pas créé l'événement. T'es juste là pendant. Monsieur Météo. Tu sais, faut. Exactement. Faut le compte, tu sais, aller te mettre dans un ouragan, pendu après un poteau, puis là, t'es en horizontal, on va dire je suis là, en Floride. Sérieux, t'avais besoin de ta TV à ce point-là. Mais pour moi, il y a quelque chose de. Tu sais, il y a quelque chose d'un tempérament narcissique qui fait que peut-être dans le futur, on va avoir des journalistes moins narcissiques. C'est mon espoir. Mais c'est les nouvelles rockstars. Moi, je regarde, on parlait de Barry Weiss tantôt, Matt Taibbi, Walter Kern, des auteurs même qui sont devenus journalistes. Puis ils ont des podcasts, ils vont jaser de l'actualité. Puis pour moi, c'est les nouvelles rockstars, comme les humoristes, là, comme écouter le show de Tim Dillon ou Theo Von ou Whitney Cummings. Ou, c'est toute la clique du Free Press en ce moment. J'espère que non, moi. Des journalistes indépendants qui Oui, c'est des journalistes indépendants sur lesquels on met beaucoup d'espoir. Fait qu'ils sont... Mais mon point de rendre l'information idéalement plus accessible à tout le monde, c'est d'en faire qu'on aime Barry Weiss pour des raisons qui sont les bonnes et non pas parce qu'ils sont juste devant. Tu sais, d'aimer les journalistes pour ce qu'ils nous apportent et non pas de juste une jolie face devant un événement terrible, ce qui va attirer des gens qui veulent être des... Tu sais, c'est très... Tu sais, le cliché en humour du journaliste dans les années 70-80, c'était des gens très vaniteux, très conscients de ce qu'ils ont de l'air. Les comédies, la comédie de... Anchorman, c'est tout du monde vaniteux qui disent les nouvelles. Ouais. Pourquoi c'est ce cliché-là? C'est du monde qui se prennent pour d'autres puis que ce sont des cons vides qui font juste nommer la... C'est parce que c'est tout ce que ça prenait. C'était des belles faces qui disent des choses, puis on leur donnait l'intelligence, puis là, la comédie marche parce que c'est des imbéciles. Puis la business aussi, dès qu'on est tombé dans le cycle 24 heures de nouvelles. Oui. Là, on peut créer des rockstars pour vrai. Exactement. Fait que là, on a show-businessé une business qui n'aurait pas dû devenir trop comme le showbiz. Mm-hmm. Puis, je comprends la tentation des hommes d'affaires de voir, regarde, ce qui a marché pour Elvis Presley, on va l'appliquer à un lecteur de nouvelles. Tu sais, je comprends, mais est-ce que ça, au final, est-ce que ça crée une situation où tous les Elvis, wannabe Elvis, qui ne savent pas chanter comme Elvis, ils vont se dire, je vais me rattraper, je vais lire des nouvelles. Est-ce qu'on veut ça comme écosystème? C'est ça que je pense que non. Puis j'espère que les prochains journalistes, ça va être du monde qui sont sincèrement intéressés pour creuser. Puis je pense que, tu sais, la gang à Barry Weiss, puis à tout ça, je pense, ils ont l'air habités de ça. Puis s'ils ne sont plus, on va migrer vers d'autres jusqu'à temps que... Parce qu'au final, je vais payer cher pour avoir la vérité. Puis des débats de bonne foi aussi. Tu sais, j'écoute eux ce qu'ils font en ce moment. Ils vont faire une fois par semaine un débat sur ce qui se passe dans la politique américaine. Puis ils vont avoir complètement une vraie diversité.
mais tu sens que c'est des gens qui peuvent faire le party de Noël ensemble aussi. Ouais. Tu sais, qui se respectent comme, hey, with all due respect, I don't think this is the situation. Puis ils vont rire, t'es fatigant avec ton ci, puis ça, Batia Ngar Sargon avec un autre, puis il y a Brianna Wu aussi, une femme trans, tu sais, qui s'en mêle, puis je trouve ça tellement rafraîchissant. Puis aussi, j'ai remarqué quelque chose il y a quelques semaines, puis il y a deux journalistes, peut-être 3, que je me dis, je connais pas leur position, je ne sais pas pour qui ils ont voté. Ouais. Puis elle, c'en est une, Barry Weiss. Je ne sais pas à ce jour pour qui elle a voté dans cette élection-là qui vient de passer. Puis au Québec, je me dis, je ne pourrais pas deviner pour qui Stéphane Bureau voterait. Oui, c'est bien. Si lui, c'est bien de conspi en ce moment. C'est bien de le savoir. Puis c'est injuste. C'est injuste que Stéphane Bureau se fasse traiter de conspi. Puis, tu sais, quand j'ai fait mon spécial l'humoriste masqué, puis tu sais, je ne l'ai pas dit. J'ai pas averti personne. J'ai pas fait de communiqué de presse avec mon agent de presse pour dire je sors quelque chose sur la fin de l'année. Je l'ai mis en ligne de chez nous, je l'ai autoproduit. C'est l'affaire la plus autoproduite de toute ma carrière. Tu sais. Puis j'ai pas averti personne. Puis ça fait bon, je viens de dropper ça. Ça va contre toutes les règles du showbiz. Puis, je me suis fait... Et là, il y a du monde qui était fâché pour de multiples raisons, tu sais. Mais il y a quelqu'un qui a écrit à Sophie Durocher une lettre de 2 pages, comme quoi tout ce que j'avais parlé dans mon show, ça faisait de moi quelqu'un de tout à fait extrême droite, tu sais. Puis je me disais, ben, coudonc, si c'est moi l'extrême droite, il n'y a plus de peur à avoir dans la société. Mm-hmm. Si c'est moi, à l'extrême droite de tout, my God, on est arrivé. C'est réglé. C'est réglé. On peut tous vivre en paix, toute la gang. Il n'y a plus aucune interrogation. Il n'y a plus une crainte à avoir. Si c'est moi la pire personne au Québec, my God, le Québec, on vient d'arriver. Ouais. La question, est-ce qu'on est arrivé à une société idéale? Moi, l'extrême droite, parfait, on est arrivé. Fait que tu es en train de dire que tout le monde est meilleur que moi. Tabarnouche, c'est parfait. Tu es en train de dire que c'est toi l'humoriste masqué, dans le fond. Je suis pas loin, mais encore là, suis-je? Est-ce que je suis en accord avec l'affirmation? Hey, pour faire je me connais, mais cela dit, c'est ça. J'aime beaucoup la réaction des gens, les commentaires des gens sont écœurants. Ça fait, là, je m'attendais pas à avoir autant de bons commentaires. Puis des gens qui ont compris le niveau, qui ont compris l'ironie, qui ont compris le clin d'œil, qui ont compris l'utilité du masque comme étant comme, gars, c'est ça que vous aimeriez. Puis j'ai même eu des commentaires de genre, j'aime mieux l'humoriste masqué que Martin Petit. Mm-hmm. Je trouve ça génial. No doubt. Tu sais, 4 paragraphes de... Fait que, voilà, un masque. Un masque aura suffi. Mais il y en a qui l'ont pas compris, parce que visiblement, de ce que j'ai compris, il y a eu des manifestants. Il y a eu un petit groupe qui s'est passé tweet sur Instagram. Là, j'ai compris par après. Je l'ai tweeté, puis là, j'ai compris par après, parce que là, tout le monde... Si ces gens-là qui ont fait la manifestation pensent qu'ils sont entourés d'amis, là, tabarnouche, la quantité de monde qui m'ont écrit en privé me dire le nom, puis la personne, puis sa job, là, puis je ne le révélerai pas, je ne ferai jamais de doxing, je ne ferai jamais ça, mais j'ai à peu près le code postal de chaque personne qui était là. Parce qu'ils sont entourés de gens qui les trouvent imbuvables, puis qui trouvent que c'est des mauvaises personnes. Fait que je sais c'est qui. Les 12 filles qui se sont mis ensemble sur Instagram, puis qui se sont dit hey, on va aller l'écœurer devant le bordel, là. Je connais l'identité de chacune de ces personnes-là. Oh, wow. Stoulés par du monde autour d'eux autres, genre, elle, on n'est plus capable. By the way, c'est elle. By the way, c'est elle. Écoute, ils sont entourés de gens qui sont prêts à les vendre demain matin. Ça, c'était parce qu'ils sont écœurés. En pro-Palestine, anti-Israël. C'était comme... Oui. Il était triggered par... Oui. Puis c'est pas l'image qu'on voit. Il y a 2 groupes à Montréal. Il y a Montréal for Palestine. Ils sont anglophones. Puis ils sont très, 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 très pro-Hamas.
Puis, il y a l'autre catégorie qui est, là, je nommerai pas leur... Je pourrais te dire exactement ce qu'ils font dans la vie parce que je le sais, là. Et c'est, my God, s'il n'y a rien de violent là, c'est tout ce qu'il y a de woke le plus fragile. Tu sais, ça me fait penser au couple woke qui est allé en Palestine quelques mois après le début. Puis, tu sais, ils sont allés là, c'est un couple de... Ouais, c'est un couple de jeunes dans la vingtaine. Puis on dit, tu sais, nous autres, on ne croit pas à ça, que les gens peuvent saillir, puis qu'il y a des mauvaises personnes dans le monde. Puis ils sont allés en Israël, puis après ça, ils sont partis, puis ils sont allés rejoindre la gang à Gaza. Ils sont morts en dedans de quelques heures. C'est sûr. Ils sont disparus, ne vivent plus, sont plus. Parce qu'il y avait une pancarte Queers for Palestine avec eux. Ils étaient vive la Palestine. Ils sont allés là, ils ne sont pas allés là en train de dire Israël et vos amis. Non, on est avec vous autres, puis c'est pas vrai ce que le monde dise dans votre dos. Il était mort en 48 heures. Fait que ce genre d'énergie-là, elle existe. Fait qu'elle était devant le bordel. Il y avait comme, des sympathisants. Puis, il y en a 2 qui ont eu l'audace d'appeler mon bureau de production, puis d'appeler ma gérante, puis de dire « C'est incroyable, j'ai entendu les messages. » C'est pas épeurant, là. Une petite voix chevrotante d'un gars qui n'a pas parlé à personne, puis qui n'a pas répété son texte, puis qui est habité par une espèce de colère, puis qui est pas capable de gérer ses émotions, puis qui dit « Vous devriez, en tout cas, avoir honte de travailler avec cet humoriste. » Mais tu sais, le gars, il laisse un message sur le répondeur de ma blonde. C'est ma blonde, ma productrice. Les chances qu'elle me chicane pendant qu'elle me fait un pâté chinois, là, sont nulles, le gros. Tu sais, c'est ça. Là. Mais tu te dis, OK, si j'avais été dans un autre bureau, OK, c'est ça. Les gens, c'est ça qui reçoivent des appels. Fait que là, c'est ça la culture de la cancellation. Ils appellent, puis là, ils essaient de trouver aussi que ça pourrait te faire mal. Appelle ta productrice. Ma productrice, c'est ma blonde. C'est notre bureau de production. Je suis autonome. Après ça, ils écrivent au bordel. Vous n'avez pas honte, le bordel? C'est à moi, le bordel. Je suis propriétaire. T'appelles dans ma compagnie. Les chances que je me mette à la porte sont de 0. Fait que c'était tout du monde qui avait... Ils ont essayé de me cancel, ils sont pas capables de me cancel. Mais ça fait en sorte que j'ai fait « Ah, OK, c'est ça ma force. C'est ça ma force. Je suis capable de dire ce que je veux. Tu peux pas me mettre à la porte. » Mais un jeune humoriste de 21 ans, lui, serait terrifié à l'idée d'avoir ces gens-là comme ennemis pendant les 30 ans que va durer leur carrière. T'sais. Fait que c'est un geste. Ils ont beau dire que c'est un geste, que c'est des gens pacifiques parce qu'ils n'ont pas pété de vitrine, tout ça, mais c'est un geste très violent de leur part d'aller devant la porte de l'endroit où quelqu'un travaille puis d'aller le critiquer pour ses opinions, ses jokes. C'est un exercice qui est violent, même si chacune des personnes c'est des personnes là, qui ça mange vegan, puis ça a plein de bonnes opinions, puis c'est du monde sûrement très sympathique là, qui écoute du Tracy Chapman à côté, mais ce qu'ils font, puis ce qu'ils prônent, puis la façon d'organiser, c'est à la fin, c'est une tentative d'enlever la parole à des gens. Fait que c'est violent, c'est antidémocratique, puis c'est contre la liberté d'expression. Fait que c'est des gens pour qui j'ai aucune admiration, disons-le comme ça. Ben, tu sais, on est une gang, nous, juste quand on voit quelque chose qui n'a pas d'allure, on s'écrit. Puis il y en a beaucoup qui se prononcent pas, qui ont peur, que j'ai pas mon fuck you money encore, tu sais, mais quand... J'ai beaucoup d'humoristes qui m'ont dit ça dans les 2 dernières années, genre j'aimerais dire ce que tu dis, puis tous des humoristes de la relève qui me disent ça au bordel, j'aime ce que tu dis, tabarnak, ça me fait du bien, je serais jamais, mais ils me regardent puis ils me le disent, je serais jamais game de dire ce que tu dis, Martin, j'aurais peur à ma vie, puis je suis pas rendu là encore, je suis pas rendu là, c'est ça que j'entends. Puis je trouve ça triste. Puis en même temps, je me dis, OK, c'est peut-être ça la responsabilité accrue d'être un humoriste établi, c'est de dire, OK, c'est ça que ça veut dire, aller plus loin. Quand plus tu es connu, effectivement, tu es plus
t'es plus assis. Nous autres, on n'est pas syndiqués, mais si ma maison est payée, puis le club de comédie est à moi, puis je suis mon propre producteur, effectivement, je suis plus assis, je suis l'équivalent de quelqu'un qui serait syndiqué. Effectivement, je suis comme un prof d'université que sa job à vie. Pourtant, il y a une soif. Il y a une soif pour cet humour-là, il y a une soif pour ces Exact. paroles-là. Puis il y en a un qui a compris ça aux States, c'est Tyler Fisher, que lui, je ne sais pas si tu connais, là, il est tout petit, puis il est rendu qu'il fait de l'humour à Fox quasiment, là, tellement qu'il il est allé à Rogan, puis tout le kit. Mais lui, il s'est fait refuser des contrats parce qu'il était blanc. Puis son agent même l'a droppé. Ah oui, lui, oui, absolument. Avec une casquette trucker. Ouais, il fait des imitations beaucoup. Oui, il est exceptionnel. Oui, il est très bon. Puis là, maintenant, il y a un grand succès, mais il n'a jamais lâché le morceau, même si son agence l'a droppé parce qu'il était blanc. Puis il a vécu de la discrimination à sa façon. Pendant tout le Black Lives Matter, il l'a mangé d'un dent. Mais il y a eu plein d'actrices. Puis ça, ce qui est drôle aussi, parlant de Black Lives Matter, c'est que plein d'actrices qui, évidemment, étaient très Black Lives Matter, puis mais qui ne pensaient pas les premiers à payer, ça allait être elles. Pendant que là, tout à coup, ça a été facile, là, dans le milieu du showbiz, c'est le milieu qui s'est doté de tous les milieux le plus rapidement. Tu fais des annonces demain matin, puis tu castes, mais là, parfait, là. Fait que madame elle sort avec un noir, monsieur sort avec une noire. Tu sais, il y avait des noirs dans toutes les annonces, là, mettons. Fait que là, plein d'actrices blanches qui, eux autres, étaient là, puis ils pensaient pas que le téléphone allait arrêter de sonner, mais le téléphone a arrêté de sonner. Mm-hmm. Fait que là, c'est drôle de voir après ça les gens. Puis c'est comment tes opinions quand ça te coûte ta job live demain matin? T'avais-tu pensé à ça? Puis ils sont comme plus ou moins... ça a changé de discours. Après 2 ans que le téléphone ne sonne pas, là, parce que toi, tu gagnais ta vie en faisant des pubs, puis que là, il n'y a plus personne qui t'appelle faire des pubs parce que t'es blanc. Puis je dis pas mais je trouvais ça drôle de voir. Tu sais, il y a une actrice sur Twitter au Québec qui dit « En tout cas, moi, je suis tellement pour la diversité. Si ça veut dire que moi, on m'appelle plus pour que du monde de la diversité soit appelé, ben fine. » Puis là, dans ma tête, j'ai fait ce tweet-là. Il faut qu'il y ait un suivi. Mm-hmm. Puis je l'ai fait, le suivi. Puis cette actrice-là, depuis 3 ans, n'a pas été vue dans aucune série. Mais tu sais, je peux comprendre. C'est comme si tu avais souhaité à la vie arrêter de m'engager parce que j'ai des principes. Mais tu devrais avoir des principes et travailler. Ouais. Puis le fait de travailler ne devrait pas empêcher qui que ce soit de travailler. Mais tu peux avoir les deux. Tu peux avoir des principes et travailler. Mais l'affaire, c'est que l'idée de base est discriminatoire, tu sais. De faire... C'est toi qui vas te faire discriminer, puis ça sera pas... Mais dans mon métier, dans notre métier, c'est tellement pas important. Fait que c'est pas important. C'est pas important qu'il y ait un noir qui mange un bol de céréales pour annoncer des céréales. Pour moi, c'est pas important. Fait que ça peut être n'importe quelle nationalité à la mode. C'est pas important. Mm-hmm. C'est important, effectivement, quand tu engages du monde pour faire du trafic aérien. Ben c'est ça, j'allais dire. Tu sais, quelqu'un qui va manifester pour la santé, même si lui n'est pas malade, c'est noble. Tu sais. Je comprends. Absolument. On est une société, on veut un filet social, blablabla. Tu as tes arguments. Mais si tu commences à faire le move de même, tu es en train de faire de la contre-discrimination, puis là, ça ne marche plus. Fait que l'idée de base n'est pas solide. Moi, j'en parle. Je l'ai fait à Comédia cet été, mais je disais que le monde qui dit qu'il n'y a pas assez d'Asiatiques à la télévision québécoise. Puis là, c'est comme quoi c'est la preuve que les Québécois, on est une gang de racistes ignorants, puis on n'a pas de culture. Of course. Puis je dis, mais tu sais que toutes les écoles de médecine en ce moment, à Brébeuf en ce moment, la majorité des étudiants sont d'origine asiatique. Mm-hmm. C'est des Québécois d'origine asiatique. Puis les écoles de médecine, c'est toutes des Québécois d'origine asiatique. Parce que un cardiologue, ça gagne 500 000 par année. Puis un comédien qui joue un cardiologue, ça gagne 15 000. Fait que le calcul, il est peut-être bon, le calcul des parents qui sont arrivés du Vietnam au péril de leur vie par bateau, de dire, je vais élever mes enfants peut-être pour qu'ils soient médecins, plus que acteurs dans Ouattatata. Fait que nous autres, on se paye le luxe d'avoir du monde qui ont grandi à Blainville, qui sont acteurs dans Ouattatata. C'est correct. Mais quand tu es un immigré qui change de pays, puis là, ce qui a refait sa vie, puis que là, là, tu pars de loin, là, puis tu veux que tes enfants vivent pas la précarité monétaire ou financière,
tu vas les pousser pour qu'ils étudient, puis ils vont être cardiologues. C'est pas un mauvais move. Sais-tu, je serais immigrant, là. Je dirais pas à mes enfants, oui, il va faire de l'impro. Je ferais non, chimie physique enrichie, c'est pas mon bag. Ouais, mais tu diras, ça sera le bag de tes enfants. Toi, tu vas être médecin. Je ferais ça moi aussi. Tu sais? Fait que là, c'est pas la preuve que les Québécois, on est racistes et tolérants. C'est la preuve que on est une société qui est tellement ouverte que le fils d'un immigrant, demain matin, peut être cardiologue. Et ce n'est pas tous les pays qui donnent l'opportunité à des fils et des filles d'immigrants d'avoir les jobs les plus payants d'une société. Fait que c'est la preuve que le Québec est un endroit ouvert. Parce que n'importe quel fils d'immigrant ici demain matin est capable d'être cardiologue. C'est ça la preuve de ça. Puis si ceux qui sont ici depuis 400 ans, ils ont le goût de jouer dans Ouattatata, bien ça, c'est un luxe que tu te payes. Puis après ça, tu sais, il faut aller t'encourager. Je pense pas qu'à Shanghai, en ce moment, ils se disent « Hey, il manque un blanc dans notre pub pour vendre des céréales en ce moment. » Puis tant mieux s'ils trouvent un blanc puis ils trouvent ça comique, tu sais. Guy Nantel, dans le temps de la course autour du monde, il avait fait un reportage sur un gars de Toronto, je pense, canadien-anglais, qui était pas très bon en stand-up, mais qui traduisait toutes les jokes de stand-up de l'époque en chinois, en mandarin, puis qui était devenu l'humoriste numéro 1 en Chine, parce qu'il y avait juste, comme joke d'été, traduit toutes les jokes de Seinfeld puis de tout le monde en mandarin, mais le monde trouvait ça tellement drôle en Chine de voir un blanc parler mandarin. Juste ça, c'était une plus-value comique à tout ce qu'il disait. Puis en plus, fait que lui, il a profité de l'absence de diversité de blanc. Il y avait tellement pas de blanc en Chine qu'il est devenu une star parce qu'il était un anachronisme. Moi, là, je suis dans un milieu où si tu sors du lot, là, si t'es gros, t'as un gros nez, t'es roux plus que toutes les roux, c'est un avantage comique à chaque fois. Chaque affaire qu'un humoriste a de différent des autres t'aide à te démarquer. Toutes les filles qui vont en humour, enfin, ils peuvent faire des jokes de couple qu'on n'a pas entendus parce que toutes les jokes de couple du point de vue gars ont toutes été dit. C'est bien plus dur pour moi de parler de ma blonde puis d'être drôle que de Kat Levac, de parler de sa blonde, parce qu'elle a le point de vue lesbien qu'on n'a jamais entendu parler. Fait qu'elle est en territoire non balisé. Fait que tous ceux qui ressortent du lot, qui arrivent de la diversité, qui ont des genres sexuels différents en humour, sont avantagés sur le blanc hétérosexuel. Fait que moi, je suis dans un milieu où, regarde, c'est ton avantage d'être diversifié. Fait que c'est loin d'être... Après ça, si ça ne marche pas, c'est parce que c'était pas bon. Be funny. Ouais. Martin, ce fut un plaisir, puis j'aimerais souligner que c'est grâce à ton extrême droititude et ton crochet bleu sur X qu'on est ici aujourd'hui, parce que je vois tes tweets passer, puis je me dis, bon, ce gars-là, il comprend quelque chose. Puis, j'admire beaucoup ta démarche, puis j'admire que tu prennes position. J'ai adoré ton show. J'invite les gens à l'écouter sur YouTube ou le show de l'humoriste masqué plutôt. Oui, c'est ça. Puis peut-être, si vous voulez donner du type à l'humoriste masqué, vous pouvez aller voir Martin Petit en tournée. Vous devriez aimer ça. Ben, on poursuit. J'ai hâte de voir ton show à soir. Merci infiniment. C'est un plaisir.